Dans l'export, en fait. Si gueulait, le premier truc que tu fais, c'est ceux-là. Je ne crois pas que les autres mais les mieux, c'est ce que tu commences quand tu fais. T'arrêtes tout de suite. Bonjour à tous. Si tout le monde est relativement bien installé, on va pouvoir, je pense, commencer. Si j'ai pas de besoin, je pense que le passage reste ouvert. Ce débat durera, à mon avis, on va essayer de se fixer aux alentours de 1h15, 1h30, en donnant des questions au public, évidemment, et plutôt que des questions. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un échange avec vous. Je pense que Mustapha, tu avais d'abord une question à poser au public. Allô ? Oui. Première chose que je voulais dire déjà, c'est que je ne m'estime pas spécialement beaucoup plus légitime que n'importe quel gilet jaune qui serait dans la salle pour parler à sa place. Je ne suis pas ici en tant que porte-parole ou référent ou responsable ou que sais-je. Voilà, chacun peut s'exprimer à mon goût. Mais par contre, ce qui m'intéresse de savoir avant de démarrer, et c'est simplement parce qu'on s'aperçoit que dans nos groupes de discussion Gilets jaunes, on parle assez régulièrement dans un circuit fermé. Et donc j'aimerais savoir aujourd'hui si on s'adresse de nouveau à des camarades ou si on s'adresse à des personnes qui sont extérieures du mouvement. Et chacun est peut-être venu là pour ses propres raisons. Mais j'aurais voulu par curiosité savoir qui ici s'estime ou est gilet jaune. Please, levez la main. D'accord. D'accord. Ok.
Ok, ça me donne une idée de qui on a en face de nous. Ok, très bien. Voilà, je ne vais pas être rébarbatif et à nouveau présenter les intervenants comme ils nous ont déjà été brièvement présentés. Je trouve ça plus intéressant pour un mouvement qui s'étale sur pratiquement plus d'1 an, quoi, de vous poser cette question donc à chacun de nos intervenants. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés soit confrontés au mouvement des Gilets jaunes, soit comment est-ce que vous avez pu intégrer ce mouvement, à quel moment, puisqu'il y a autant de parcours personnels que de Gilets jaunes. Et ce serait aussi une bonne manière de dire au public un peu qui vous êtes, pourquoi vous avez rejoint ce mouvement, pourquoi vous êtes intéressé à ce mouvement, en fait quel est votre rapport avec les Gilets jaunes. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Bonjour, je m'appelle Johan, je suis papa de trois filles, je suis professeur, je suis un des membres des Gilets jaunes du Rond-Point de Courcelles. J'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes à partir du moment où mon salaire a commencé à tristement diminuer. J'ai perdu plus de la moitié de mon temps plein, alors que je suis dans les conventions foraines. Je forme des soudeurs, donc des gens qui sont à la base faits pour construire des richesses. Je me suis vite retrouvé dans la situation entre guillemets avec les nouvelles règles des chômeurs, c'est-à-dire des allocations de chômage qui sont dégressives. J'ai travaillé toute ma vie. Je pense que j'étais absent 2 jours sur toute ma carrière. J'ai pas eu besoin d'avoir. Voilà, c'est un instinct de survie qui m'a poussé à rejoindre le rond-point. Et puis les images que j'ai vues qui ont été relayées par les médias n'étaient pas en accord avec ce que je vivais à l'intérieur des ronds-points. Et donc, nous sommes quelques-uns à avoir rejoint cette famille. Donc moi, je ne suis pas gilet jaune, je suis constitutionnaliste. En fait, ceci dit, tu es banquier, toi. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Je rigole parce que c'est vrai qu'une constitutionnaliste gilet jaune, ça me fait en soirée. Je ne suis pas gilet jaune, mais je suis constitutionnaliste et on s'est rencontrés en fait avec Jean qui vient de prendre la parole parce que j'avais été sollicitée par les médias sur le mouvement des gilets jaunes. Et je suis une constitutionnaliste qui travaille sur les matières relatives à la démocratie et le fédéralisme parce que je pense que les constitutionnalistes belges ne s'occupent plus assez de ces questions et qu'on est fort monopolisé par les questions de tuyauterie institutionnelle, la COCOF, je sais pas, BHV, et finalement les politologues, les sociologues, les philosophes, ils pensent à la démocratie, mais peut-être que la complexité institutionnelle belge, ils s'arrêtent devant celle-ci. Et nous, les constitutionnalistes, on connaît la tuyauterie institutionnelle, la COCOF, BHV, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le bazar, la répartition des compétences, mais on ne sait plus, on ne connaît plus, on n'a plus d'énergie, on n'a plus la force, peut-être même aussi, vu la complexité du système, de réfléchir en termes de démocratie. Et du coup, j'ai fait des travaux, une thèse de doctorat sur l'histoire de la démocratie en Belgique, et alors que tout me poussait à penser la démocratie belge en des termes assez binaires, on est en démocratie représentative, tout va bien, nous allons bien, ça va bien. Finalement, c'est ce que j'avais appris. J'avais appris ça à l'école, j'avais appris ça dans mes études. Alors qu'est-ce qu'on m'a rabâché sur les vertus de la démocratie représentative? Et puis j'ai travaillé en politique, comme juriste, mais en politique quand même. Et en politique, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai répondu à des courriers disant bah oui, la démocratie représentative, ça permet de pondérer les décisions, ça permet plein de bienfaits. J'en étais persuadée. Puis il faut croire qu'une part de moi n'en était pas si persuadée que ça, parce que je me suis lancée dans une thèse là-dessus. Et j'ai découvert une histoire constitutionnelle, mesdames et messieurs, extraordinaire, qui était tout à fait différente de celle qu'on m'avait racontée. Au fond, l'histoire constitutionnelle qu'on m'avait racontée, c'était qu'on avait basculé dans la démocratie au 1919-21, au moment du suffrage universel. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'avait donné la puce à l'oreille, parce que franchement, en 1919-21, c'est pas le suffrage universel, puisque c'est le suffrage qu'aux hommes. Alors là, franchement, il n'est pas très universel. Donc déjà, il y avait quelque chose qui coinçait dans le scénario. On est dans une aristocratie, puis hop, il y a le suffrage universel, qui n'est en fait pas universel, et là, hop, on basculerait dans la démocratie. Et ça, c'est ce qu'on m'avait appris.
Et je l'ai questionné, je me suis rendu compte qu'en fait les choses avaient toujours été beaucoup plus compliquées que ça. Elles étaient déjà compliquées en 1830, elles étaient toujours compliquées en 1919, parce que quand on démocratise le suffrage, quand on démocratise le droit de vote, partiellement d'ailleurs quand on le donne qu'aux hommes, en fait on démocratise un élément de la démocratie représentative, un principe, et qu'il y en a beaucoup d'autres. Et que ça, donc ça veut dire que c'est certainement des réformes très importantes. Moi je ne suis pas de celles qui crachent sur le suffrage universel, on pourrait y revenir, c'est nécessaire à la démocratie, mais par contre c'est pas suffisant. Et ça, on le savait en 1830 et on le sait en 1919. Et pas les plus gauchistes ou les plus extrêmes, à l'époque on les appelle encore les démocrates de la bande. Tout le monde sait que la simple démocratisation du droit de suffrage, donc la seule démocratisation du droit de vote, ne suffira pas pour basculer dans la démocratie, qu'il faudra plus, et notamment, ce qu'on ne sait pas, moi je ne le savais pas, avant de le lire dans les travaux, aussi avec Dalvis, il est où, voilà, qui est devenu maintenant aussi un fan des lectures juridiques, eh bien, non, c'est vrai, hein, enfin, on fonde un fan club, eh bien, je me suis rendu compte qu'en 1919, on avait discuté le référendum, on avait discuté la consultation populaire, on avait discuté toute une série de choses bien plus substantielles, enfin plus importantes, plus larges, plus horizontale que le droit de vote. Et puis dans cette lecture-là, ça veut dire, et ça c'est pas ce que nous disait Manuel d'Histoire, en tout cas ce que j'avais lu, c'est qu'il y a une vision triomphante, homérique de 1919, où la Belgique rentre dans la démocratie grâce au suffrage universel. Mais il y a aussi une autre lecture qui relève, alors plus de l'Iliade que de l'Odyssée, c'est que c'est aussi une défaite parce que c'est que le suffrage universel. Parce que par exemple la consultation populaire et le référendum, c'est à quelques voix qu'elles sont refusées à cette époque-là. Et puis le suffrage universel fait son travail, et c'est un petit malin le suffrage universel. Il nous fait croire qu'il suffit à la démocratie. Il aspire à lui toute la charge démocratique de notre gouvernement, et très vite d'ailleurs en Belgique, et ça nous caractérise à mon avis par rapport aux Français, les constitutionnalistes et le monde politique, et sans doute aussi les citoyens, ils sont, peut-être pas les citoyens, mais ceux qui décident, sont focalisés plus sur la forme du gouvernement, sur le régionalisme, sur le communautarisme, sur le confédéralisme, et on en perd de vue que le suffrage universel, c'était un moment fondamental, nécessaire, essentiel pour la démocratie, mais c'était la première étape, c'était pas la fin. Et là-dessus, quand on m'a interrogé sur les gilets jaunes, et c'était au moment, vous vous en rappelez aussi, hein, c'était fou, il faisait brumeux, il faisait froid, c'était en hiver, enfin, c'était un moment qui était difficile pour le moment des gilets jaunes, avec ce mélange de défiance, d'opprobre ou de déni qu'ont les responsables belges, à mon avis, vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai répondu, c'est que je trouvais que les gilets jaunes étaient les héritiers du suffrage universel. Et pourquoi je disais ça? Parce que quand les combattants du suffrage universel se sont battus pour le suffrage universel, ils ne le faisaient pas de manière théorique. Ils le faisaient pour obtenir l'émancipation sociale. Je veux dire, le suffrage universel était un moyen. Il y a un député à l'époque génial qui dit pour nous, le suffrage universel n'est pas une question de sentiment, c'est une question de pain. C'est pas de manière romantique qu'ils demandent le suffrage universel, c'est parce que concrètement, dans leur existence, la Belgique est dans un état social lamentable et qu'ils se disent qu'en obtenant le suffrage universel, du coup, ils vont obtenir des réformes sociales et des lois meilleures. D'ailleurs, le catéchisme du peuple le dit, les lois, pour le moment, sont faites par les riches pour les riches. Avec le suffrage universel, les lois seront faites pour tout le monde. Et du coup, quand j'entendais, moi, c'était de l'eau, je ne vous connaissais pas, là, on a vu ensemble, on était un peu en retard avec nous, mais parce qu'on a fait un grand périple nier pour venir tous ensemble. Mais je veux dire, je ne connaissais pas les mouvements des Gilets jaunes. Et j'ai dit à cette journaliste, moi je crois que ce n'est pas des rôles de zouzou, des dangers subversifs, si on connaît un peu son histoire, c'est juste qu'ils reprennent le chantier constitutionnel là où on l'a laissé. Et je vous dis, ce n'est pas les plus extrêmes qui le disent en 1919, c'est le Premier ministre à l'époque qui dit la simple démocratisation du droit de suffrage ne suffira pas, il faudra plus. C'est lui le Premier ministre, et comme on sait toujours, ce n'est pas les premiers ministres les plus rock'n'roll dans les réformes constitutionnelles. Et donc j'ai dit ça, et il se fait que dans ce plateau, il y avait M. Bruyère ici à ma droite,
qui expliquait toute une série de choses. Et je pense que de part et d'autre, d'ailleurs, je me suis dit, mais en fait, il faut que je rentre en lien avec ce mouvement parce qu'ils doivent savoir quand même. Ça ne va pas qu'on leur dise, vous vivez moins que rien, vous êtes du violon, vous êtes je ne sais pas quoi. Ils doivent savoir que c'est les héritiers, les dignes héritiers de notre histoire constitutionnelle. Et M. Bruyère, je pense qu'il s'est dit la même chose. Ah ouais, les constitutionnalistes, là, on croyait que c'était que des gens mieux et qui a l'air de pouvoir nous apprendre des choses. Et là-dessus, on a créé des ateliers constitutionnels à l'université, une fois par mois, depuis pendant un an, où, à mon grand bonheur, les portes de l'université se sont ouvertes à plus large, à plus grand, à plus horizontal, notamment parce que je suis absolument persuadée que la Constitution doit redescendre dans les chaumières, redescendre dans les chemins, dans les masures, dans les cabanes, dans tout ce que vous voulez, ou dans les rien du tout. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas, peut-être encore plus, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas de cabane, ceux qui n'ont pas de masure, eh bien, la Constitution, elle doit en particulier surtout être là pour eux et pour elles. Et du coup, on a fait des ateliers constitutionnels. Moi, je partage mon savoir constitutionnel. J'apprends beaucoup et je fais venir des gens aussi, donc les Gilets jaunes c'est pour eux et pour des mouvements démocratiques plus largement parce qu'il y a des liens dans les demandes sur le RIC, sur le RIP, sur le mandat impératif, enfin, il y a vraiment des sujets qui sont communs. Moi je transmets mon savoir, j'apprends, je mets en pratique aussi, je ne reste pas dans ma tour d'ivoire et puis je fais venir des gens. On a reçu, je ne sais plus, des magistrats, des syndicalistes, des journalistes, et comme ça fait des liens. Chacun aussi arrête avec les clichés. Les magistrats, c'est dangereux, gilets jaunes, mais l'inverse est vrai aussi, on pourra en reparler, parce que les gilets jaunes, je comprends, mais aussi on une vision de tous les gens au pouvoir sont un peu tous les mêmes et contre eux, ben ça permet de déconstruire, de nouer des ponts, de nouer des liens, de nouer des dialogues. Moi, j'ai rien que je préfère plus au terme de ces ateliers constitutionnels le samedi, d'entendre des participants de l'atelier qui disent ces journalistes, ils ne sont pas tous débiles finalement, et à l'inverse des journalistes qui me disent en fait, ça va, c'est pas des Excusez-moi, je vais être l'emmerdeur de service, mais je dois veiller un peu au timing, et du coup, comme on a beaucoup d'intervenants, voilà, j'en termine là. Et on aura l'occasion de toute façon de parler de ce rapport à la démocratie, de ce rapport à la représentation politique dans une autre question. Je pense que tu voulais. Moi, je voulais que les amis se présentent. Et tu ne veux pas te présenter aussi? C'est vite. Allez, ça va. Ça, je ferai. Bonsoir, Michel. Moi, je fais partie de l'association de critique des médias Acrimed, Action Critique Média, une association française dont les locaux sont à Paris. Et donc, j'aurais quelques scrupules à me présenter comme gilet jaune, bien que j'ai participé à des manifestations, à quelques assemblées générales. Mais notre rôle à Acrimed, c'est un peu d'observer la façon dont les médias dominants rendent compte des mouvements sociaux. Acrimed, c'est une association qui est née en 1995 dans la foulée de l'appel à la solidarité avec les grévistes d'un grand mouvement social. À l'époque, Alain Juppé s'attaquait à la protection sociale et voulait déjà augmenter l'âge des retraites. Donc il y a eu un grand mouvement en France. Et dans la foulée de ce mouvement, donc Acrimed est né sous l'impulsion de sociologues comme Pierre Bourdieu et de proches comme Henri Malher. Et c'est un peu dans les gènes d'Acrimed d'observer la façon dont les médias traitent, ou plutôt maltraitent, les mouvements sociaux. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est un peu un condensé de tout ce qu'on a fait depuis près de 25 ans, parce que là, on a atteint vraiment le summum à la fois dans la désinformation, dans la prise de parti contre le mouvement social de la part de tous les médias. Et donc, on a consacré au moins une vingtaine d'articles sur le sujet, notamment sur le sujet des violences policières, qui ont été longtemps mises sous le boisseau par les médias. Il a fallu très longtemps avant que la plupart des médias abordent la question des violences policières. Et encore, pas toujours de la meilleure façon. Si on se réfère à l'épisode de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où on a eu droit là vraiment
à une désinformation sans précédent, la plupart des médias se contentant de relayer la propagande du gouvernement. Voilà, donc dernièrement, oui, je ne suis pas gilet jaune, mais j'aimerais quand même citer largement, à l'occasion du débat, une gilet jaune que nous avons invitée à un débat sur le traitement médiatique des gilets jaunes, et qui, d'après moi, réagit de façon particulièrement pertinente par rapport aux médias. Voilà, j'aurai l'occasion de la citer tout à l'heure. Moi, je suis Louise, je suis travailleuse indépendante dans le graphisme et dans la communication à Paris. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui est né à Paris. Je vis rive droite, dans un quartier populaire, quartier solidaire. Je me suis conscientisée il y a quelques années, après, je viens d'un milieu populaire moi-même, j'ai pas des parents, je n'ai hérité de rien. En bref, pour faire rapide, je crois un peu à la lutte des classes. Je me suis toujours sentie en colère par rapport aux inégalités, répartition des richesses sur la planète. J'ai jamais compris comment fonctionnait ce monde, donc je sais pas, j'étais militante déjà avant d'être gilet jaune. Je sais pas, en 2013, on organisait des marches contre Monsanto à Paris pour des questions d'environnement et de santé publique, de privatisation des semences de biens communs. Je suis allée mettre mes compétences graphiques sur les luttes qui m'intéressaient, le droit au logement à Paris, le traité transatlantique de libre-échange, vous avez dû en entendre parler aussi en Belgique. J'ai participé à Nuit debout, j'ai été dans la rue contre la loi travail, et puis naturellement, quand j'ai entendu parler du mouvement des Gilets jaunes, je suis allée voir de chez moi, quoi. Enfin, je suis allée sur les Champs-Élysées pour regarder, parce que au vu de ce que disaient les médias, je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter à ce que j'entendais, en fait. Je ne pouvais pas m'arrêter à ce que disaient les médias dominants de ces médias, même si... Enfin, voilà, il a fallu aller voir. Donc je suis allée voir. C'est comme ça que j'en suis venue à porter le gilet jaune. Voilà. Bonsoir à tous. Je m'appelle Juan. Comme Louise, j'appartiens au collectif Plein d'eau. Moi, de mon côté, je fais partie des Gilets jaunes qui ont manifesté pour la première fois de leur vie au cours du mouvement Gilets jaunes. Moi, ça a été à l'acte 3, à l'Arc de Triomphe. J'y suis allé parce que, d'une part, parce que j'avais vu ce qui se passait sur la ZAD de Notre-Dame à la télé, ça m'avait marqué. Après toutes les phrases que j'ai entendues, le mépris, il m'a marqué. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais y aller, je vais voir ce que c'est. À l'Arc de Triomphe, je me suis retrouvé. Je suis arrivé sur les Champs-Élysées, il n'y avait personne. Du coup, je suis allé à l'Arc de Triomphe. On était enfermés, on a été gazés pendant des heures. Là, à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux sur. Il y a quelque chose qui ne tombe pas très rond. Et j'ai vu des violences, clairement. Et après, je suis retourné. Parce que je considère qu'en tant que citoyen, l'expression citoyenne, on ne doit pas y opposer de la violence. Et j'ai continué, je me suis engagé plus tard dans le collectif Plein d'eau, et aujourd'hui, je suis militant solidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est le collectif Plein d'eau? En fait, on a un collectif qui s'appelle Plein d'eau, on collecte des photos d'arrière de gilets. On nous envoie des... Oui, bien sûr. C'est ça. On confie des images d'arrière de gilets pris en manifestation. Nous-mêmes, on prend des photos. Moi, personnellement, je prends des photos. On le fait pour le devoir de mémoire et aussi pour porter des messages individuels. Notre volonté aussi, c'est de contrer le discours dominant qui va dire que les gilets jaunes, c'est une foule haineuse, que c'est des illettrés, que tout ce qu'on peut dire. Nous, ce qu'on a vu dans les cortèges, c'est des créations graphiques, des phrases qui nous ont marqués, des références, des jeux de mots, une façon d'utiliser la langue française qui nous a tous touchés. Et voilà, on travaille là-dessus. On a un site qui s'appelle pleind'eau.org. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 photos. C'est trié par acte et par ville. C'est un travail collaboratif parce que les gens nous envoient les photos. Et à côté de ça, en différentes manifestations, ces papiers, vous avez sans doute vu à l'entrée. Pour nous, l'idée, c'est encore une fois de porter les messages. Aussi, on propose aux gens de nous donner ce qu'ils veulent.
et dans l'idée, tout ce qu'on collecte au-delà de nos frais d'impression les reverse à des caisses de blessés gilets jaunes. Et là-dessus, on travaille avec le collectif des Arts-Mollets qui nous oriente vers les blessés les plus précaires et les moins visibles sur les réseaux sociaux. Et voilà, on est transparent, tout ça c'est visible sur notre site internet dans l'onglet Solidarité. Et aujourd'hui, on a donné 5 600 € à 13 blessés, plus à 2 caisses de défense collective. Voilà. Merci. Je crois que c'est un bon tour. Comment tracer une trame en vitesse de comment je suis devenu gilet jaune? En fait, ça n'est pas du tout arrivé fin 2018, c'est arrivé bien avant ça. Pour vous situer un petit peu, j'ai commencé à travailler dans de grandes entreprises à partir de 2004-2005. En 2004, j'ai fait une mission dans une entreprise qui s'appelle Diners Club, qui est très connue, c'est l'inventeur de la carte de crédit. Vous avez déjà le cadre. En 2005, je vais travailler dans un grand groupe de nouveau, c'est Movistar. Je vais travailler au siège de Movistar pendant de nombreuses années. Je vais être confronté à la vie quotidienne du travailleur lambda dans les grandes entreprises. Movistar, ça fait partie du groupe France Télécom. Il y a quelques années, il y a eu même des gens qui se sont jetés par la fenêtre chez France Télécom, etc. Moi, j'ai vécu le suicide de notre manager qui n'est pas venu un matin au bureau. On a étouffé l'affaire, surtout il faut en parler. Il y a le scandale France Télécom en France, il ne faudrait pas que ça s'étale en Belgique. Non, il ne faut pas le dire, en fait, il y avait des problèmes personnels, etc. Donc il ne faut pas en parler. Voilà, donc on se pose des questions. On vit dans un environnement où on est un numéro dans une entreprise de 1500 personnes, on croise des collègues qu'on ne connaît pas, et pourtant quand on discute 5 minutes avec eux, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là, tiens, moi ça fait 5 ou 6 ans et on ne se connaît pas. Je vais pas trop ça. On croise le CEO, bonjour, pas de réponse, on te regarde de travers, donc je commence tout doucement à me poser des questions. Je m'aperçois aussi que le métier que je fais, c'est simplement aller chercher de l'argent dans la poche du client, la mettre dans la poche de mon patron, et moi au passage, démerde-toi avec tes 1000 €. Je vais claquer la porte en 2011, je vais travailler ensuite dans le secteur des titres repas. Je vais travailler, pour être tout à fait transparent avec vous, chez Edenred, les tickets restaurants. Donc je vais participer à la dématérialisation des modes de paiement, du titre repas électronique, ensuite de l'éco-chèque, etc. Donc on est en plein dedans, la finance, l'argent, les cartes, les paiements électroniques, les paiements sécurisés, le NFC, donc voilà. Bon, je vais vous passer tous les détails, mais voilà. Au début du mouvement des Gilets jaunes, je venais d'être licencié. Donc le 26 octobre, mon patron me disait « Merci d'avoir participé, bonne journée, au revoir, casse-toi ». Et quelques semaines plus tard, donc je reçois, comme beaucoup je pense, un message de boycott où on nous dit le 17 novembre, boycott général, on n'achète rien dans les multinationales, pas de courses dans les supermarchés, etc. Et je dis, tiens, ça a de l'ampleur ce truc-là. Et je m'aperçois que ça va avoir de l'impact. C'est comme ça que je le voyais en tout cas. Donc le 17 novembre, je me dis, ok, pas de souci, de toute façon, je n'ai pas un bal. Je ne vais pas aller faire mes courses ni chez Carrefour, ni chez Deleuze, ni chez Colruyt, ça tombe bien. Et on commence à entendre des questions d'émeutes. Il faut savoir que moi, je n'ai pas la télé chez moi, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai arrêté avec le 19h, j'appelle ça les mauvaises nouvelles d'ailleurs. Mes enfants s'abrutissaient, regardaient la guerre à la télé, alors que des scènes d'amour, il fallait les censurer. Enfin, je trouve ça absolument abominable, donc ça fait plusieurs années que j'ai plus la télé chez moi. Et donc ça parle autour de nous, et Gilets jaunes, et ça pète, et à Paris, à Bruxelles, et puis on se connecte sur RTL Info, on se connecte sur 7/7, même sur les médias féminins. Et tout ce qu'on voit, ben, ce sont des images de violence, de gens qui jettent des pierres, ou de gaz lacrymogène, ou ce genre de choses. Une voiture de police incendiée, mon Dieu, rue de la Loi, à 2 pas du 16 rue de la Loi, quelle horreur. Moi j'observe ça du coin de l'œil en me disant c'est nouveau des mauvaises nouvelles. Et le week-end qui suit la fameuse bagnole retournée, je ne sais plus quand c'était, mon beau-frère m'appelle et il me dit écoute, il faut qu'on y aille. Moi j'ai décidé d'y aller, est-ce que tu veux bien y aller avec moi? Je dis putain, Gilets jaunes, tu rigoles, c'est quoi cette affaire? Bon, écoute, solidarité oblige, on va y aller entre beaufs. Et donc je vais aller Carrefour à Arlois et je vais rejoindre ce mouvement. Mais convaincu depuis bien 10 ou 15 ans du bien fondé de ce que les Gilets jaunes ont en eux. Et au fur et à mesure des semaines et des mois qui s'égrènent, ce sont mes camarades de
lutte, c'est de la bienveillance que je retrouve dans ce mouvement. C'est beaucoup de beaux moments et une solidarité, la famille, enfin, il y a mille et un termes qu'on peut mettre sur ce mouvement. Alors, maintenant, j'aimerais me tourner un peu vers nos invités français. Et vous venez de voir l'exposition, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est notamment des points d'entrée vers ce mouvement, différents points d'entrée. Qu'est-ce que les images que vous avez vues évoquent chez vous? Est-ce qu'elles représentent une partie de la réalité, justement des images parcellaires? Est-ce que vous avez envie d'évoquer d'autres choses que ce qui est pris, ce qui est représenté sur ces images, puisqu'on sait très bien qu'une image fixe la réalité à un moment? Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous poser comme question. Toute l'iconographie issue de la presse, on la connaît, on l'a vue, revue, archivue, enfin, on en a mangé tout le temps, toutes les semaines, partout, dans toutes les pages de tous les médias. Donc, et puis en plus, on était dans la rue, les gaz lacrymaux, on les a respirés, les grenades, elles ont explosé à côté de nous, enfin, tout ça, on connaît. En revanche, la fraternité, les accolades, les réunions près du Brasero, les cabanes, les assemblées, ça, on n'a pas vu. On n'a pas vu, et puis c'est vrai que vous ne les avez pas non plus, puisque vous avez collecté les images des médias, donc vous ne les avez pas non plus. Nous, on est ravis d'être ici, parce qu'une expo comme ça, elle n'aura jamais lieu à Paris, enfin en tout cas pas dans un milieu institutionnel, c'est clair. Dans 20 ans, on nous demandera peut-être de les sortir en grand format plexiglas pour mettre autour du jardin du Luxembourg, mais avant ça n'arrivera pas. Non mais c'est évident, c'est pour ça qu'on fait du collage sauvage sur les murs de nos villes, on file des fichiers partout aux gens qui nous filent les images, on leur envoie les PDF avec des photos couleurs montées pour que ce soit collé à Lyon, à Grenoble, enfin dans d'autres villes de France. Ça nous va bien en même temps parce qu'on pense que, enfin moi personnellement, je parle pas non plus au nom d'autres gilets jaunes, je pense que, enfin je crois plutôt au contre-pouvoir qu'au pouvoir, donc je trouve ça très bien d'être du côté de la désobéissance. Il est clair qu'on est, pour le coup, on est ravis d'être invités chez vous à Liège pour pouvoir montrer notre fabuleuse collection d'autres gilets jaunes. Alors il y a 30 photos accrochées, on en a 6500 sur le site et on en reçoit encore. Et pour le coup, on nous a présenté tout à l'heure comme des artistes, du côté des artistes, mais en fait on n'est pas des artistes, on est des citoyens politisés qui avons adopté une démarche artistique, considérant que tous les gilets jaunes qui ont inscrit des messages dans leur dos étaient des artistes, que tous les hommes sont des artistes en fait, donc on n'en est pas plus que les autres, parce qu'on a trouvé vachement de créativité sur les dos des gens, quoi. Là où voilà, on disait que c'était que des illettrés, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, qu'une bande d'indisciplinés, oui, il y a des fautes d'orthographe parfois, et alors c'est pas grave, mais il y a vachement de talent en fait, il y a plein d'esprit, il y a plein de références, on a du Bertolt Brecht, on a du Louise Michel, on a du Victor Hugo, enfin on a tout le monde est cité, je veux dire, il n'en manque pas un sur les gilets, Malcolm X, tout le monde. Il y a du vrai talent d'illustration, il y a des vrais traits d'esprit super malins. Joe le Taxé, je ne sais pas si vous connaissez Vanessa Paradis, Joe le Taxé, mais enfin voilà, je suis l'idole des jaunes, enfin, on en a mais à foison, des super drôles, donc on se marre. On trouve que c'est un super beau matériel et oui, non, on n'est pas des artistes. Ou alors tous les hommes sont des artistes et on est tous des artistes avec vous. Mais votre expo, moi personnellement, je salue l'initiative parce qu'on ne la verra pas chez nous. Voilà. Et, du coup, je rejoins Louise, très simplement en fait, mon ressenti personnel face à l'exposition, moi, personnellement, ça m'a touché. Ça m'a touché en fait parce que ça renvoie en fait l'idée que ce mouvement il est nié en France, qu'il est nié, il est dénigré. Et quand on voit en fait le travail qui est ici, une volonté vraiment d'analyser les choses, d'en faire ressortir en fait les faits, ce qui s'est passé. Moi quand je vois aujourd'hui l'image de la foule, je me dis qu'il y a un truc qui s'est passé et que tous les gilets jaunes ils vont être fiers en fait de ce qui s'est passé et que ça c'est pas porté dans notre pays, enfin en tout cas en France. Et moi je trouve ça assez triste finalement qu'on soit à l'étranger en fait pour pouvoir voir ça. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être ici, on vous remercie, mais on aimerait beaucoup en fait que tous les gilets jaunes en fait puissent voir en fait cette exposition parce que
ben, ils la méritent tous en fait. Enfin, c'est mon opinion. Enfin. Est-ce que ça évoque aussi des choses du côté, sans vouloir créer une dichotomie Belgique-France, du côté des Gilets jaunes de Bruxelles par exemple? Ces images que vous avez pu voir. C'est écrit sur l'affiche. Oui. Oui, moi je suis un peu mitigé sur l'expo, je dois dire. Pardonnez-moi pour l'esprit critique, mais voilà. J'ai retenu il y a quelques mois une image qui a circulé sur Facebook d'un tag qui a été fait sur un mur parisien pendant une manif Gilets jaunes, je pense, qui indiquait « pas de casseurs, pas de 20h ». Et c'est une tendance que je retrouve assez fort sur les murs que j'ai vus là dehors. C'est qu'une majorité des images qui sont affichées sur ces murs représentent des gens qui tiennent un caillou en position de lancer, ou des gaz, ou des personnes avec des masques à gaz, etc. Alors on n'a pas eu des images aussi fortes, ni une répression aussi forte à Bruxelles, même si la stratégie policière était un peu différente et qu'on a pu échapper au LBD, aux gros coups de matraque et aux personnes éborgnées, fort heureusement. Mais c'est pas ça spécialement que je retiens du mouvement personnellement. On a fait des réunions, ce qu'on pourrait appeler des assemblées, mais j'aime pas ce mot-là, les assemblées générales. On a fait des réunions, des discussions, on a fait avancer la démocratie plutôt directe, à très petite échelle par moment, on essaie de se l'appliquer à soi-même, etc. J'ai retrouvé beaucoup de gens fantastiques, des idées merveilleuses, des gens qui ont beaucoup de bon sens, beaucoup plus que beaucoup de politiciens ou beaucoup de directeurs d'entreprises, etc. Et c'est ça que je retiens moi, de ce mouvement. Encore aujourd'hui, les discussions qu'on peut avoir avec les gens qui sont dans ce mouvement sont beaucoup plus intéressantes que de regarder une série d'images qui passera à la télé ou une expo dans laquelle je retrouve quasi majoritairement des images de violence. Pardon, c'est pas une critique négative, mais une critique que je veux plutôt constructive. Je ne veux pas que vous fassiez l'erreur des médias mainstream de relayer majoritairement cette image de la répression policière ou cette facette policière du mouvement. C'est pas ça. Quand je regarde dans l'expo ici, j'ai vu une image de rond-point, me semble-t-il, avec des personnes assises, occupées à discuter, et une image qui représente l'entrée des assemblées. Je ne sais pas si c'est Commercy ou Saint-Nazaire. Mais voilà, deux images sur, je ne sais pas combien d'images sont mises ici sur les murs. Ça ne représente pas ce que moi j'ai vu du mouvement. Justement, tu me lances très bien sur la question suivante que je voulais poser aux intervenants. Cette exposition, elle fait la part belle à une diversité d'images, de discours. Et on a effectivement cette impression, mais je pense que l'exposition est là pour le mettre en avant, une impression de médias, je ne sais pas s'il faut dire mainstream, médias classiques, mais une impression dont Michel parlait tout à l'heure, d'un discours d'une grande hostilité envers le mouvement, qui est aussi une continuité d'un discours médiatique envers les mouvements sociaux en général. Et donc ma première question, ce serait plutôt pour les Gilets jaunes d'abord. Est-ce que vous avez aussi eu cette impression en vivant le mouvement, donc une hostilité médiatique, peut-être d'une certaine opinion publique aussi, même si on peut toujours définir ce qu'est l'opinion publique. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'avez-vous fait pour, entre guillemets, contrer ça avec vos propres images? Voilà, il y a eu beaucoup d'images amateurs, il y a beaucoup de réappropriation d'images et de création de médias aussi, des médias, on peut dire de médias citoyens ou alternatifs, que sais-je. Donc voilà, j'aimerais un peu connaître votre histoire et expérience par rapport à ça. Voilà, j'ai comme expérience avoir été lors de la manifestation du vendredi le 30 novembre à Bruxelles. On m'a filmé en train de foutre la presse dehors lors de la deuxième manifestation parce qu'ils étaient en train de filmer une bande d'une trentaine de gars sans gilet jaune, sans rien, en train de casser un arbre de Noël. Pendant ce temps-là, on était à l'arrière en train de ramasser tout. Donc j'ai tout de suite compris qu'ils étaient venus pour, comment dire, faire le buzz, s'occuper un petit peu de mettre notre image à mal. Donc avec quelques-uns, en très peu de temps, on a décidé de les chasser dehors. Il faut savoir qu'au début, on avait rencontré la presse italienne et hollandaise qui gentiment nous avait interviewé un genou à terre avec un banc
un brassard marqué presse dessus, et voilà, ça se passait bien. Et avec celle qui ne s'est pas bien passée, c'est celle de notre pays. Donc je me suis fait, entre guillemets, montrer sans explication à la TV parce que je chassais les journalistes qui n'étaient pas là pour venir interviewer des gens. Ils avaient une longue perche, ils n'avaient pas de micro, ils venaient juste chercher des images. Il y en avait d'autres qui relayaient les informations, on ramassait les trottinettes, on intervenait pour éviter qu'il y ait trop de casse ou des choses pareilles, parce qu'il faut bien comprendre qu'un mouvement qui n'est pas structuré, ben, ça part un peu dans tous les sens. Donc on a essayé de calmer un peu le jeu. Et il faut savoir aussi que voilà, le vivre dans l'intérieur, ramasser des coups, être intimidé, ramasser des coups de gazeuse, avoir des chevaux, avoir des drones, c'était nouveau pour moi. La dernière fois que j'ai fait une manif, j'avais 21 ans, c'était pour le Minerval. Quand je suis tombé, maintenant j'en ai plus que 24, et donc je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une, comment dire, la police était très mal à l'aise en face de nous. Il faut savoir qu'il y en avait quelques-uns qu'on voyait qu'ils étaient déterminés à frapper, c'était bien aussi dans le cas des Gilets jaunes, mais de l'autre côté, je soulignais qu'ils étaient certainement intervenus pour les attentats de Zaventem, et qu'ici ils étaient en train de taper sur des pères de famille et des mères. Si je ne lève pas les bras avec un drapeau blanc lors d'une poursuite de la police, on se fait défoncer. Ça va, je crie assez fort, j'ai une grosse voix, donc les gens m'écoutent, j'ai un drapeau blanc, je me lève, et vous savez ce qu'on me dit avec un drapeau, on n'en a rien à foutre. Donc à un moment donné, l'éducation qu'on a reçue, tous, hein, où on défend nos grands-mères, nos grands-pères, les handicapés, les précarisés, les faibles, etc. Moi, je me suis retrouvé dans le bas carrière, avec une dame qui travaille au Lidl, qui avait mal au dos, que son patron lui mettait la pression, avec un autre qui travaillait dans un call center, qui disait « moi j'en ai marre de sonner, d'entendre un enfant qui me demande pourquoi on a coupé l'électricité », des choses pareilles. Donc, tout ça, il ne le relaye pas. Tout ça, c'est bizarre. Hein. La solidarité, des communications spontanées, des échanges d'idées, ça ils ne nous montrent pas. Ils vont montrer les gens qui, malheureusement, comme moi, ont une tête de bourreau. Ça passera mieux. Hein. On l'a choisi, on n'a pas pris un petit folquet. Moi, je l'ai vécu mal parce que ces images-là sont montrées à ma famille. Ça va? Alors que je défends à ce moment-là l'intérêt des plus vieux. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, quand on se tape une manif, comme par exemple à Bruxelles, pendant 7h30, et qu'on se ramasse 2 minutes à la télévision, vous avez vraiment l'impression qu'ils ont fait un travail de professionnel. Et ce qui est encore bizarre, encore je viens souligner, c'est que l'endroit où ça pète, il y a déjà des caméras. C'est quand même bizarre. Hein. Après, on fait une manif avec des climateux, donc excusez-nous, mais climateux, c'est ceux de l'écologie, on va dire comme ça. On va avec les climateux, et qu'est-ce qui se passe? Dans les climateux, on ramasse un bain de mépris exceptionnel, parce que pour eux, les pauvres, c'est eux le problème, hein. C'est eux qui consomment trop et mal, c'est bien clair. On se retrouve dans une situation où, d'office, il y a des black blocs, ça vient des gilets jaunes. S'il y a des casseurs, ça vient d'office des gilets jaunes. On est déjà stigmatisé. J'ai eu des emmerdes pour avoir porté ce morceau de tissu, comme les Français. Vous imaginez la tête des gens quand ils se sont fait mettre contre le mur, filmés, pris en photo avec le carte d'identité en face. Mais on a eu tous la même éducation, on était allé à l'école, on nous a expliqué ce que les nazis faisaient. À un moment donné, on se retrouve dans une situation particulière quand même. On se dit, on est en train de revivre quelque chose. Si on ne fait rien maintenant, ce sera comment dans 10 ans? Quand nous sommes allés à Google, nous avons été dégagés. Aucune des images, toujours des casseurs. Quand nous sommes allés à NMLK, aider des gens dans une usine pour tenir, parce qu'ils étaient en train de demander qu'on retire un tiers de leur salaire. Ça aurait été filmé dans un autre pays, on aurait appelé ça un éveil démocratique. Ici, rien. Rien du tout. Stigmatisé, chassé, ramasser des coups, des amendes. Les gens qui sont mis en face pour faire des blocages. Ici à Liège, ils ont payé un lourd tribut, c'est Roger qui est mort. La dernière fois qu'il y a eu un syndicaliste qui est mort, je ne sais même pas si j'étais déjà né. On est en train de prendre un combat là-bas et on en ramasse plein la gueule. On était des extrémistes de droite, des homophobes, des antisémites, tout, des cannibales, des végans, des casseurs, tout ce que vous voulez. Mais jamais ils n'ont osé mettre les caméras dans l'intérieur des maisons, dans l'intimité des maisons.
Jamais nous montrer en train de donner un bouffe à des SDF. Dans les SDF, il y a des sans-papiers. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on tapait sur des sans-papiers? À la télé, oui, mais nous, on ne le vit pas comme ça. Voilà, je vous laisse. C'est marrant de voir la façon dont les médias traitent les manifestants congolais qui sont des manifestants pro-démocratie et voir comment les gilets jaunes sont traités à Paris, évidemment. La violence, selon qu'elle se passe chez nous ou ailleurs, elle n'est pas traitée de la même façon, c'est évident, quoi. Voilà. Je peux vous raconter une anecdote d'ailleurs, parce que au tout début du mouvement, je parle de décembre environ, on a organisé une espèce de réunion publique devant la gare du Nord à Bruxelles. Et il y avait pas mal de monde qui était venu, je ne sais pas, 5, 6, 700 personnes. Et les médias s'y sont tout de suite intéressés. Ils ont débarqué, et comme le dit Jean, ils ne posent pas la question. Ils débarquent, ils sortent les caméras, ils prennent leurs aises, ils prennent le droit à l'image des gens, filment à tout va, sans poser la question, monsieur, est-ce que je peux vous filmer, ça ne vous dérange pas, est-ce que vous souhaitez faire un film? Non, pas du tout, ils débarquent, ils filment, ils prennent les images de la foule, et puis ils font mine de s'en aller. Alors il ne faut pas qu'ils s'étonnent à un moment que nous masquions leurs caméras, parce qu'ils focalisent leurs caméras sur des membres du groupe Nation qui sont là vêtus du gilet jaune et qu'on va ensuite associer au gilet jaune, membres du groupe Nation que nous avions gentiment écartés en leur disant « Vous les gars, désolé mais vous n'êtes pas les bienvenus, mettez-vous sur le côté, c'est gentil, et si vous vous approchez ça va mal se passer ». Et nous avions identifié au bout de quelques temps que nous avions l'un des piliers d'une démocratie, je pense que tu ne me contrediras pas, c'est le politique qui est l'exécutif et moins le législatif, le médiatique et évidemment le policier, le judiciaire. Et donc on s'était dit il faut que nous fassions une action qui concerne ce pôle médiatique, parce que les informations qu'on retrouve dans les journaux le soir ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain que nous vivons. Donc à Bruxelles, nous avions décidé, nous en avons pu parler à toutes les régions, de mener une action qui vise, et ça tombe très bien géographiquement parlant, c'est très pertinent, qui vise la RTBF, qui est la RTBF et la VRT, donc le pendant néerlandophone de notre chaîne publique nationale, et RTL qui se trouve à un jet de pierre. Et donc on a commencé par RTL, où nous nous sommes positionnés. Parallèlement à ça, les amis flamands avaient fait la même chose à Mediapart, donc à la VTM, donc à Vilvoorde. Et donc on a eu une rencontre brève avec la RTBF et ça s'est plutôt bien passé. Ensuite nous avons migré chez RTL qui est un petit peu plus loin. Là malheureusement pas de réponse, personne ne vient nous rencontrer, etc. Et là, c'est là que ça devient intéressant, la VRT débarque. Et ils nous disent, tiens, qu'est-ce que vous faites? Il y a des gilets jaunes, il y a des drapeaux partout et tout, c'est quoi cette histoire? Et effectivement, nous étions une vingtaine là. Et donc, bon, je parle néerlandais, donc je discute avec le journaliste flamand, et il me dit, est-ce qu'on peut prendre quelques images? Et oui, j'aimerais quand même savoir ce que vous allez en faire ensuite. Ok, pas de problème. Donc on laisse faire ce monsieur son boulot, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la vingtaine ou 25 personnes qui étaient présentes ce jour-là, nous étions dans la majorité très calmes, peut-être une ou deux personnes qui chantaient des chants, etc. Et il y avait peut-être une ou deux personnes dans le lot qui tenaient une bière en main. Et bizarrement, je me suis fait la remarque ce jour-là, je me suis dit, tiens, on a été très gentil, très soft aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, on tient tous une bouteille d'eau en main, c'est bien. Mais le caméraman flamand de la VRT s'attardait bizarrement sur les gens qui hurlent, comme des tapés, et bizarrement sur l'une ou l'autre canette qui est dans la main. Donc je vais chez le journaliste, je dis excusez-moi, mais je vois des choses un peu bizarres ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous concentrez votre caméra sur des images qui vont nous être néfastes? Et le monsieur m'envoie chier pour pas parler autrement en me disant je fais mon métier, c'est pas à vous de me dicter ceci ou ça. Je dis non, c'est pas ça les gilets jaunes. Vous montrez nos revendications, les raisons pour lesquelles on est là, vous m'interviewez si vous voulez, mais vous n'allez pas faire un montage à la con pour le diffuser ce soir en disant les gilets jaunes, les alcoolos qui tiennent des bières et qui hurlent comme des tapés sont venus scander devant RTL. Et donc ils se sont barrés, on n'a jamais vu le reportage fort heureusement parce que je pense que ça nous aurait été nocif, mais c'est à nouveau un exemple de ce que les médias recherchent sur le terrain, des images sensationnelles à aller montrer pour discréditer ce mouvement. Là, tu me donnes l'occasion de
de citer une gilet jaune, Corinne, qu'on avait invitée à un débat sur le traitement médiatique des gilets jaunes. Et dans son groupe, le groupe de Rungis, ils se sont vraiment penchés sur la question comment réagir dans des cas semblables. Là, je vais lire un peu pour ne pas trahir ce qu'elle dit. Ça me semble très édifiant. Et pour ma part, moi, je pense que ça devrait servir d'exemple à pas mal de mouvements sociaux sur la façon dont ils procèdent. Donc là, je cite Corinne. Le rapport entre les gilets jaunes et les médias a évolué très vite. C'est l'histoire d'un désenchantement. Les gilets jaunes ont commencé le mouvement en ayant confiance en leur police, en leurs médias, en leur justice. La confrontation avec la réalité a été houleuse. Je vais vous parler concrètement de ce qui se passe dans le groupe de Rungis et comment on a parlé entre nous en Assemblée Générale sur le sujet des médias. Je vous décrirai ensuite quelles conséquences ça a eu dans le mouvement et les échanges qu'il y avait entre différents groupes. Tout d'abord, dans le groupe, on a travaillé sur les revendications. On a fait un tableau avec à peu près une soixantaine d'items qu'on a regroupés en 4 colonnes suivant leur importance. On a demandé aux gens de remplir des questionnaires pour savoir quelles étaient nos revendications et savoir comment se situer par rapport aux autres groupes et par rapport à nous-mêmes. On avait une rubrique médias et donc sur 73 réponses au questionnaire dans la rubrique médias, il y a eu 54 réponses qui ont été cochées comme très importantes ou importantes pour l'item « Droit à une information indépendante des grandes puissances financières » et retour aux ordonnances de 44 sur la liberté de la presse. On a eu 50 réponses considérées comme urgentes ou très importantes sur l'interdiction du cumul par un même propriétaire ou au sein d'un même groupe de sociétés de presse. Et un très bon score aussi pour l'interdiction au groupe financier du CAC 40, l'accès majoritaire au capital d'une société de presse. C'est vous dire que c'est quand même une préoccupation dans les groupes. Et dans la synthèse, ce qui est apparu d'entrée de jeu, c'était en gros que le RIC n'était pas un bon outil s'il était utilisé dans un monde où l'information n'était pas plurielle et libre. Il se trouve que dans notre groupe, on avait des gens qui avaient été contactés pour passer en plateau télévisé ou faire des radios. On a donc dû se poser la question nagée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? Qu'est-ce qu'on décide collectivement par rapport à ces prises de parole? En fait, il a été décidé très vite que ce n'étaient pas des endroits très productifs. Mais en même temps, c'était gênant que des gens se produisent en plateau et disent n'importe quoi. Et finalement, donc, on a choisi d'envoyer des gens en qui on avait confiance. C'était peut-être une façon de limiter les dégâts. Merci. Sur la question, est-ce qu'on continue de parler aux médias ou est-ce qu'on arrête, on était très divisés. Les plus extrêmes disaient, on n'a pas besoin d'eux, on va continuer sans eux. Vu la façon dont ils nous traitent, on n'a pas à leur parler. Et ceux qui disaient, on a besoin d'eux parce que c'est les médias de base, les médias de masse, et il faut bien s'adresser aux autres pour essayer de faire avancer le mouvement. Il y a donc eu quelques petites mesures qui ont été décidées. La première étant de n'accepter de faire des plateaux qu'en condition du direct pour éviter le piège du montage et des manipulations que ça pouvait générer. Voilà, c'est aussi une réponse possible aux propositions des médias. Après, on a décidé de faire une liste des médias amis. On n'a pas fait le pendant, l'autre liste, mais par exclusion, c'était tout le reste. Celle-là, elle aurait été beaucoup plus longue. Après, on s'est dit que ce serait pas mal de limiter l'entrisme de certains médias qu'on ne voulait pas voir dans les manifs, parce qu'il y avait aussi des médias d'extrême droite, des équipes de gens qui amenaient des valeurs dont on ne voulait pas et qu'on ne sentait pas comme les nôtres sur ces mouvements. On l'a fait un petit peu. On a réussi une fois la manif des femmes, notamment isoler une équipe de web télévision d'extrême droite. Mais en fait, c'est très difficile à faire. On n'est pas un service d'ordre. On s'était dit aussi qu'on gênerait bien un peu le travail des directs. Ça, c'est encore plus difficile à faire parce qu'il faut le doser. Pour avoir vu des équipes de LCI, je crois, se faire poursuivre sur les Champs-Élysées, je voyais bien que c'était des pauvres pigistes qui étaient envoyés au casse-pied. Il y a des situations en manif qui peuvent très vite déraper. Il faut faire très attention à ça, car ce n'est pas le but que des petits salariés se retrouvent molestés alors qu'ils ne sont pas responsables de leur groupe. En fait, bon, finalement, on a beaucoup posté d'articles et on s'est formé à la critique des médias entre nous. Sur la forme, on a analysé la configuration des plateaux et on a très vite remarqué qu'ils étaient terriblement efficaces pour faire apparaître la parole des gilets jaunes comme minoritaire, en mettant par exemple un gilet jaune face à 4 personnes.
On a constaté aussi l'absence de format long, aucun travail en profondeur. Je voudrais aussi souligner les conséquences qu'ont les bandeaux des chaînes d'information et d'infographie en continu sur les écrans. Quand quelqu'un dans un micro-trottoir dit « on est pacifiste » et qu'apparaît un bandeau « violence sur les Champs-Élysées », c'est mort. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Justement, Michel Ducrot, vous qui travaillez à Acrimed, je voulais vous demander si vous pouvez relativement succinctement expliquer comment les mécanismes travaillent dans les médias, comment justement cette hostilité naît ou est présente face aux mouvements sociaux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un choix délibéré des médias. Le problème, c'est que les figures médiatiques, ceux qu'on appelle les hypocrates, les pontes de la profession, font quelque part partie de la hiérarchie. Et leur travail oblitère un peu tout le travail qui peut être fait par les soutiens des journaux. Voilà, donc c'est en fait lié à la structuration des groupes de presse. Moi, je suis un ancien journaliste, je veux dire, qui suis passé de l'autre côté, et j'ai pu remarquer que dans les rédactions, il y a beaucoup plus d'autocensure que de censure véritable. La plupart des journalistes, à la base, se disent ça passera pas, c'est pas dans le ton de ce qui est produit par la chaîne ou par le journal, alors que finalement, les journalistes ont beaucoup plus de liberté qu'ils l'imaginent. Ça peut dépendre aussi. Moi, j'ai travaillé en tant que graphiste aux Échos, c'est un journal économique français, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai vu, c'était au moment de la COP21 à Paris, en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait la direction et la société et les journalistes. Il y avait une journaliste qui avait été invitée pour couvrir la COP21 et son article l'avait orienté pour dire qu'en fait cette COP21 était financée, elle répercutait le communiqué de presse d'Attac, je ne sais pas si vous connaissez Attac, l'association, qui disait que la COP21 était financée par les plus gros pollueurs de la planète. Et donc elle faisait son article comme ça pour porter le point de vue d'Attac, en tout cas un avis critique sur l'organisation de cette COP21. Sauf que ce jour-là, il y avait 4 pages de pub d'EDF, financées par EDF, un fournisseur d'énergie, et que donc que cet article paraisse en même temps que cet achat d'espace publicitaire, ça gênait fortement les actionnaires et la vente d'espace publicitaire. Donc la direction a purement et simplement choisi de ne pas publier l'article de la journaliste en question, ce qui a suscité une réunion, je ne sais plus comment on appelle ça, un vrai débat dans la rédaction. Il y avait 2 groupes, il y avait les journalistes majoritaires et la direction minoritaire à côté, mais c'est la direction qui a statué. Et moi, c'est ce à quoi j'ai assisté en Rassure-moi, ça a été postposé ou ça a été carrément annulé? L'article n'a pas été publié. Enfin, l'article a été lissé, retravaillé, et le nom de la journaliste a sauté. En gros, ils ont enlevé tout le contenu critique a été viré. La direction avait laissé son nom, elle a refusé de le signer. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, après, les gens... Enfin, voilà. On peut dire un mot aussi de l'origine sociale des journalistes, qui fait aussi que ça se passe comme ça, quoi. La plupart des journalistes, pour faire une école de journalisme, il faut avoir fait 4 ou 5 ans d'études après le bac, avoir fait sciences politiques, etc. Il y a très peu de fils d'ouvriers qui parviennent à rejoindre les rangs de la profession. Pour ma part, j'ai été un contre-exemple, parce que à mon époque, il y avait en France 2 IUT qui prenaient des non-bacheliers et qui leur permettaient de faire une formation de journaliste. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Et ceux qui sont sélectionnés se croient déjà journalistes avant d'être étudiants. Moi, je ne crois pas que la situation belge et française soit tout à fait la même. Et donc, de la même manière que par rapport à la répression policière, je pense que la situation en France était plus violente, même s'il y a plein de choses à dire sur la Belgique. Même chose pour les journalistes.
je ne sais pas si vous savez, mais nous, les Belges francophones, on regarde beaucoup les médias français. L'inverse n'est pas vrai, je pense. Et ça me frappe quand je regarde les médias français, alors le niveau de disqualification du mouvement des Gilets jaunes, alors là, mais invraisemblable. Et du côté belge, je pense que c'est de nouveau, c'est un peu comme pour les policiers, quoi. On ne peut pas dire que ça soit la joie, mais enfin, ça n'atteint pas le niveau de dénigrement et de déni qu'il y a en France. Et je le sais comment, notamment parce que moi, avant d'être liée au mouvement de la manière dont j'ai expliqué tout à l'heure, les infos que j'avais sur les Gilets jaunes, c'était par la presse. Je me rappelle avoir vu notamment des interviews de femmes Gilets jaunes belges que je trouvais vraiment extraordinaires. J'avais lu des interviews dans la presse belge qui m'avaient éclairée. Ce qui, la salle le sait, sur la scène, la première, la RTBF 1 et les débats, votre avis, il y avait des Gilets jaunes avec des témoignages que je trouvais vraiment très bien. Je pense encore à des mises en regard de Gilets jaunes, notamment une place des femmes, ce que je trouvais chouette vu l'importance des femmes dans le mouvement, dans des médias comme Le Soir. Et alors peut-être que c'est différent du côté néerlandophone. Je pense que de côté de la presse francophone, alors c'est peut-être lié à la formation des journalistes. Moi, je connais beaucoup de journalistes qui sont des enfants d'ouvriers, alors peut-être que c'est lié à ça. C'est peut-être une plus grande porosité, ou on est petit, on est mignon, je ne sais pas, mais je pense que la situation n'est pas la même. Quel pourcentage, par exemple? Quel pourcentage, je ne sais pas, j'ai pas fait d'études. Font des études de journalisme en Belgique. Après, moi, je me pose de sérieuses questions quand je vois un Michel Demartre rejoindre le MR, quand même. Non, mais moi, j'ai pas dit que la situation était idyllique, je dis juste parce que c'est quelque chose. Quel pourcentage, s'il vous plaît, avez-vous des chiffres? Monsieur, moi, j'ai pas des chiffres, je suis constitutionnaliste, je suis pas sociologue et je suis pas là pour donner des chiffres empiriques, donc je n'ai pas ces chiffres. Mais excusez-moi, c'est parce que vous avancez qu'en Belgique, la situation serait tellement différente. Mais en tout cas, moi, non, c'est vrai que vous avez raison, que j'ai pas fait une étude scientifique là-dessus, donc ça, vous avez raison. Merci. Mais après, moi, j'ai entendu parler j'ai entendu parler tout court, en fait, des Gilets jaunes belges et pas français. Mais c'est vrai que vous avez raison. L'accès à la profession de journaliste en Belgique, je pense, est un peu plus facile qu'en France. C'est peut-être pour ça. Non, mais de manière générale, et ça, je n'ai pas des chiffres précis, mais la pyramidalisation en France est plus forte pour une raison simple, en fait, ils sont plus nombreux. Et donc, la carrière, que ce soit pour être journaliste, où il y a une plus grande, comment on appelle ça, aristocratisation des fonctions. En politique, c'est la même chose avec des grandes écoles comme Sciences Po et l'ENA. C'est plus élitiste qu'en Belgique, quand vous avez fait Sciences Po ou l'ENA, il n'y a pas l'équivalent. Et pour les journalistes, c'est la même chose. Alors, de nouveau, je n'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus, mais j'observe en termes par rapport aux carrières universitaires, et puis c'est quelque chose qui est assez reconnu en France, paradoxalement, alors que c'est le pays pour tous, la République, la liberté, les droits de l'homme. Il y a une hiérarchisation de la société qui est encore plus dure qu'en Belgique, en tout cas en Belgique francophone. Mais la tendance chez nous n'est pas à l'amélioration, j'ai le sentiment. Quand on creuse un petit peu la question, bon, moi je vous l'ai dit là tantôt, j'ai pas la télé chez moi, je ne regarde pas les chaînes habituelles, donc je n'ai même pas eu l'occasion de regarder cette chaîne. Mais si vous creusez un petit peu sur Wikipédia, qui se cache derrière l'année 24, je me pose de sérieuses questions. Quand je vois le frère Ludgen qui est là derrière, qui est le patron de Icewatch, etc., je me pose des questions. Et quand je vois en plus un certain Louis Michel ou Laurette Collins devenir un éditorialiste, là je me pose aussi de sérieuses questions quand même. Ils ont rien à foutre sur Michel. Juste, je dis ça parce que moi je ne fais pas la grande défendresse de toute la presse et de la qualité belge, je dis juste que je pense que les choses sont différentes. Moi, je voulais juste revenir au terrain à ce que disait Corinne sur la confiance que les Gilets jaunes, enfin, ce qu'elle avait pu remarquer, que les Gilets jaunes avaient confiance dans leurs médias, dans la justice, dans la police au début. Dans les cortèges à Paris, au début, quand on est arrivé sur les Champs-Élysées, les gens criaient. Moi, j'avais pas encore mon gilet jaune sur le dos. La foule adressait à la police avec nous. Les slogans, c'était la police avec nous, la police avec nous. Les Black Blocs, quand ils arrivaient sur les Champs-Élysées, ils se faisaient sortir, ils se faisaient huer. Les Black Blocs. Ceux qu'on nomme les casseurs, enfin ceux que les médias nomment les casseurs, se faisaient huer. Et en fait, assez rapidement, le truc s'est inversé. Assez rapidement, parce que
La répression qui s'est abattue sur les manifestants, ça a été tout de suite ultra violent, les NAS, les gazages, enfin tout. Les décomptes, je regardais tout à l'heure, au mois de mars, c'était 202 tirs au visage, 21 éborgnés, 5 mains arrachées. Tir au visage, c'est interdit. Les lanceurs de balles de défense, ils ne sont pas autorisés à tirer au visage. Tir au visage, ça veut dire un bout de mâchoire qui a sauté avec les dents, ça veut dire le front défoncé. Enfin, c'est des gens qui sont défigurés, qui sont mutilés, quoi. On dit qu'il y a un mort. Zineb Redouane, la vieille dame sur son balcon, c'est encore contesté enfin, c'est couvert par l'IGPN, donc une dame qui a reçu une grenade de désencerclement, ou je ne sais plus laquelle, elle était sur son balcon. Des gens de sa famille disent qu'elle était au téléphone avec sa fille, que les flics ont dû penser qu'elle filmait, et donc on lui aurait tiré dessus. Enfin, en tout cas, elle est morte, et notre gouvernement conteste encore que cette femme soit décédée suite aux violences policières. Il est clair qu'en France, on est 2 dans la rue avec un gilet jaune, on se fait interpeller. En fait, c'est un regroupement dans la rue, illégal. On n'a pas le droit d'être 2. Ah, tu dis 4 ? Ici ? En Belgique, c'est 4. Bah, nous, c'est 2. En fait. Oui, on n'a pas le droit d'être 2 avec un gilet jaune dans la rue. Sauf si on est cycliste, éventuellement, parce que... Où est Je te rassure, c'est pas beaucoup mieux à Bruxelles. Hein. Mais il est clair que... Et donc, ça s'est très vite inversé, et en fait, 2 mois après, les gens ne criaient plus la police avec nous. Les cortèges entiers et des milliers de personnes sur les Champs-Élysées criaient « tout le monde déteste la police », influencés nécessairement par d'autres militants plus politisés qui avaient lancé des slogans. Enfin, les slogans étaient repris en chœur, ensemble « tout le monde déteste la police », ça s'est retourné. Et les jeunes qui sont arrivés pour défoncer les boutiques de luxe ultra protégées sur les Champs-Élysées étaient applaudis, avaient des d'honneur, et déboulés sur les Champs-Élysées applaudis. Ce que les médias n'ont pas montré non plus, c'est que les boutiques pillées au mois de décembre, on a vu des images où les jeunes qui rentraient dans les boutiques rebalançaient les fringues sur les gens, sur les manifestants, en disant « redistribution des richesses, servez-vous ». Donc tout ça, on ne l'a pas vu, les médias ne l'ont pas montré. Après, on peut ne pas s'amuser, ne pas trouver drôle les violences sur les biens matériels, trouver que c'est pas très mature de mettre le feu à des poubelles, à des boutiques ou de casser. On peut aussi s'interroger sur ce qu'est la violence et la violence de biens matériels par rapport à la casse sociale, au suicide dans les grandes entreprises, aux milliers de vies brisées et compagnie, aux milliers de morts du capitalisme. Et de fait, je pense qu'on est assez nombreux à se dire que des vitrines brisées, c'est pas très important. Et puis, si ça peut servir à ce qu'on parle du mouvement, parce que de fait, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de mouvement. On ne parle pas du mouvement si... Il n'y a pas de médiatisation. Voilà, donc ça interroge tout ça. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'on... À ce titre, moi j'ai vécu des manifestations à Bruxelles où les médias se ramenaient en catimini au début de la manif, quand les gens commençaient à se rassembler, et ils essayaient de dénicher les 2-3 personnes qui connaissent un peu, et puis ils viennent vous glisser alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Sous-entendu, est-ce que vous allez brûler une poubelle, ou je voudrais être au bon endroit au moment où vous allez faire votre action et tout. Mais les gars, c'est pas ça les gilets jaunes, arrêtez de nous dépeindre de cette façon-là, c'est pas du tout ça, quoi. Montrez le mouvement sous sa véritable forme, arrêtez de venir nous demander quelle poubelle va cramer en premier pour avoir votre scoop à la con. Mais ça c'est pas très nouveau. Hein. Je suis peut-être un petit peu plus âgé que les autres participants. Moi aussi, je crois. Et j'ai participé à pas mal de mouvements, d'actions, etc. Et à chaque fois, c'était la même chose. Les débats portaient entre nous. Il y en a qui voulaient faire de la mise en scène pour attirer les médias, et d'autres non. C'est pas le but. Le but, c'est de gagner, d'être le plus radical possible. Mais en tout cas, ça n'a jamais payé j'allais dire, de faire reset aux médias, de leur donner du spectacle. Ça n'a jamais été payant, parce qu'au bout d'un moment, quand les médias n'ont plus besoin de vous, on n'existe plus. Il y a eu le cas de figures médiatiques comme José Bové en France. Les médias s'intéressaient à la Confédération paysanne parce que José Bové était le porte-parole. Et puis un jour, quand il a passé la main, le syndicat agricole a nommé trois porte-paroles pour le remplacer.
Et voilà, et ils n'ont jamais pu s'exprimer dans les médias parce qu'ils voulaient José Bové. Ça, c'est toujours le même problème avec les figures médiatiques. Au bout d'un moment, c'est pas le combat qui prime, c'est d'avoir le bon client. Voilà. Et en ce qui concerne les violences policières, bon, je peux témoigner que jamais dans, j'allais dire depuis que je participe à des mouvements, j'ai vu une telle violence, alors qu'avant on pouvait faire des actions radicales. Bon, j'ai fait de la garde à vue plus souvent qu'à Montou, mais jamais j'ai pu voir une telle violence, de voir les flics prendre si peu de précautions, quoi. D'ailleurs, il y a eu ça n'a pas à voir avec les Gilets jaunes, mais il y a eu un mort à Nantes parce que les policiers ont chargé au cours d'une soirée musicale les jeunes qui faisaient trop de bruit le jour de la fête de la musique. Voilà, il y a un jeune qui s'est noyé. J'ai une question là-dessus. À votre avis, parce que je vous pose la question parce que moi je me la pose. En tout cas en France, je pense que c'est différent, même si de nouveau je ne cautionne pas ce qui se passe pendant les manifestations en Belgique, mais on n'atteint pas, je pense qu'on sera d'accord, les Gilets jaunes belges, le degré de violence hallucinante d'enfants. Et à votre avis, pourquoi? Comment ça se fait parce que moi aussi, je suis, alors là, du côté, les manifs, je n'ai jamais vu ça depuis, je suis un peu plus jeune que vous, mais pas tant que ça. Quelle est votre explication? Parce qu'ils sont couverts au plus haut niveau. Parce qu'ils sont couverts au plus haut niveau. Castaner tient des discours qui confortent les policiers dans le sens voilà, d'être de plus en plus dur. Et il y a aussi eu qu'en France, le gouvernement a eu peur. En décembre, janvier, le gouvernement français a eu la trouille. En fait, ils ont eu peur de se faire sortir du gouvernement. Vraiment. On a eu les militaires à Paris, en fait, et le maintien de l'ordre à Paris, c'est celui qui est dans les banlieues depuis 2005. C'est-à-dire, on a eu le même traitement que ce qui était appliqué dans les banlieues ou sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La lacrymo qu'on a respirée à Paris depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est celle qu'on respirait à Notre-Dame-des-Landes. Je le sais, c'était pas la même que pendant la loi travail. La loi travail, on allait en manif avec un foulard, ça piquait pas les yeux, ça piquait un petit peu, mais enfin c'était supportable. Sur la ZAD, ça piquait sérieusement. Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, ça piquait bien grave aussi. On a eu les véhicules militaires, on a l'armée qui est venue à Paris avec les camions. Enfin, je pense que le gouvernement a tremblé. Et a tremblé parce que ces manifestants, habituellement à Paris, les mobilisations sont dans les quartiers populaires, on fait Bastille, on fait République, Nation, on est toujours dans les mêmes quartiers. Là, tout d'un coup, les Gilets jaunes arrivaient de province et ils voulaient quoi? Les Champs-Élysées, les beaux quartiers, les quartiers riches. Toutes les manifs sauvages, elles sont parties. C'était magnifique en fait, parce que c'est des quartiers dans lesquels on n'allait jamais. Le gouvernement a eu peur, vraiment, a eu peur. Il y a beaucoup de gens privilégiés qui ont eu peur. Il y a des articles de presse qui sont sortis il n'y a pas longtemps dans Le Monde, le magazine Le Monde, qui disait que je ne sais plus quel mois, en janvier, dans le 8e arrondissement, les gens tremblaient. Les gens partaient tous les week-ends à Deauville, ils se barricadaient dans le fond de leur appartement, ils avaient peur, vraiment. Enfin, je me permets juste, en fait, quand on parle de la peur, je crois que c'était dans les manifestations de fin d'année, un moment, le cortège, il passait au niveau de l'opéra. Du coup, je pense qu'on était encore dans la partie sauvage, parce qu'il y avait de la circulation. J'ai vu un mec, il a laissé sa Porsche, il s'est barré en fait, au milieu de la rue. La Porsche n'a rien eu, hein. Personne n'a rien fait à la Porsche, mais c'est juste pour dire que de toute façon les Gilets jaunes n'étaient pas violents contre le mobilier, enfin rien, mais juste il y avait une peur. Et enfin voilà, Porsche abandonnée en fait. Ouais, puis une peur de tous ces pauvres, envieux, jaloux, des richesses, de ces gens qui sont riches parce qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front, et l'argent qu'ils ont accumulé, c'est de l'argent qu'ils ont gagné vraiment, enfin qu'ils méritent quoi, voilà, qu'ils méritent, et c'est pas des feignants, c'est pas des... Enfin voilà, et si on veut, on peut, on n'a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, tout le monde le sait bien, enfin, voilà, en gros, donc tous ces envieux, ils ont qu'à faire des efforts quoi. Alors, moi j'avais encore des questions à vous poser évidemment, mais chose qui était prévue, je n'ai pas respecté le timing, et du coup, je pense que c'est quand même plus intéressant d'échanger avec la salle, avec le public, et
Voilà, et notamment de prendre le temps pour ça, et n'hésitez pas uniquement à poser des questions, mais aussi à échanger un peu sur vos expériences et votre vécu de ce mouvement Gilets jaunes. Monsieur, levez la main en premier. Moi? Oui, mais c'était pour m'embrayer. Moi, je ne trouve pas qu'il y a moins de violence en Belgique par rapport à la police. Quand je vois le 26 mai, on n'a même pas le temps de démarrer la manif et on se retrouve à 900 gilets jaunes arrêtés, privés de liberté, ce qui est totalement interdit par la loi. On n'est pas moins violent, tout à fait. On se retrouve comme à Auschwitz, dans des camps de concentration, des femmes en sous-vêtements, petites culottes, soutien-gorge, en train de devoir faire des flexions pour donner son identité. C'est pas moins violent, hein. Oui, C'est pas moins violent. En fait, ils sont juste On n'a même pas le temps de beaucoup démarrer. plus organisés. C'est ce qu'on remarque, c'est la différence qu'il y a peut-être avec Paris. Moi, je n'ai pas fait de manifestation à Paris, donc je peux difficilement m'exprimer. Oui, monsieur. Je peux terminer? Ça ne vous dérange pas? Mais la police belge, avec laquelle moi j'ai déjà eu pas mal de contacts pour organiser des choses, nous expliquait qu'ils avaient de l'expérience. Il y a 900 manifestations par an sur la ville de Bruxelles, donc ils doivent parfois en gérer 3 le même jour, voire parfois même plus. Et donc ils sont extrêmement efficaces, et c'est d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes de leur aveu, un modèle pour les autres polices d'autres villes pour le maintien de l'ordre dans des situations de manifestation avec des grandes masses. Et donc on est très très rapidement suivi, fliqué, drone, hélico. En quelques minutes, ils mettent en place un dispositif et on est bloqué de toutes parts. Et franchement, jusqu'ici, on n'a pas vraiment trouvé comment parvenir à en sortir. Et donc la situation est différente, même si la violence en soi, elle est assez similaire. Allez-y, monsieur, j'ai donné le micro, monsieur, puis après je vous allez-y. Oui, moi je crois que la question de la violence et de la répression est très mal posée. Pourquoi est-ce qu'il y a soi-disant moins de répression en Belgique que par rapport à la France? C'est que les mouvements sociaux n'existent plus en Belgique. Le dernier grand mouvement social qui a eu lieu en Belgique, c'est sur le site des registres, donc 200 à Bruxelles en 81, et il y a eu un mort. Depuis lors, il n'y a plus de grands mouvements sociaux. Et maintenant, les petits mouvements comme les Gilets jaunes, etc. À Liège, on a fait une manif à 20 sur le trottoir, on s'est fait arrêter après 5 minutes. Il y avait je ne sais plus combien de camionnettes de flics. Il y a 2 jours, je me suis fait arrêter avec mon gilet jaune sur mon sac à dos parce que je suis intervenu parce qu'un policier faisait un contrôle de faciès. J'ai été arrêté, embarqué, tenu une amigo. Enfin, ici on n'appelle pas ça l'amigo, mais à Bruxelles on appelle ça l'amigo. Donc, moi je crois que c'est parce que les mouvements sociaux sont très très faibles actuellement. La répression, il n'y a qu'une raison d'être plus répressif qu'on l'est. Nous, en France, il y a 48 suicides depuis le début de l'année dans la police. 50? Ouais, bah voilà. En plus eux-mêmes, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils sont tous à bout. Je suis tout à fait d'accord avec Mustapha. C'est la police belge, pour moi, est la plus répressive, la mieux équipée et la mieux organisée. J'ai manifesté beaucoup à Bruxelles, évidemment, en France et même au Danemark. Et je peux vous dire que les Belges, c'est malheureusement les meilleurs des trois pour réprimer les manifestations. Alors j'ai eu l'impression que la peur a changé de camp avec les Gilets jaunes, qui pour moi est la condition sine qua non d'une quelconque révolution. Donc tant que la peur ne change pas de camp, on ne gagnera jamais. Et là j'ai eu l'impression avec les Gilets jaunes qu'ils ont réussi à faire peur au pouvoir, et je trouve ça formidable. Alors, évidemment, on va dire, s'ils ont fait peur au pouvoir, c'est parce qu'ils ont été violents. Et ben oui, la violence, elle paye parfois. Et je pense que du sit-in non violent n'aurait pas fait peur à Macron. Ce qui les a fait reculer, c'est vraiment tout ce qui s'est passé. Donc, il faut, à mon avis, grâce aux Gilets jaunes, recommencer
poser cette question violence, non-violence, cette violence qui avait été refoulée depuis longtemps, parce qu'il y a un véritable dogme dans les militants de non-violence, et je pense qu'il faut recommencer à discuter cette question-là. Là, ce qui montre qu'ils ont eu peur, c'est que les Gilets jaunes ont obtenu des choses en France. Alors que bah, la taxe sur l'essence, machin, elle n'est pas passée. Il y a eu il y a eu pas mal d'avancées par rapport à la loi travail, les milliers de personnes qui allaient dans la rue et compagnie. Les syndicats, ils ont obtenu que dalle. Enfin, je veux dire, rien du tout. Il y avait moins de Gilets jaunes que de gens pendant la loi travail dans la rue, et pourtant je pense qu'on a fait mieux. Parce que le week-end où la voiture de flic a été retournée à Bruxelles, je ne sais plus quelle date c'est, peut-être que tu pourras m'aider, Lucas, on nous a fait croire juste après que Charles Michel allait chez le roi pour démissionner à cause de la fameuse question du pacte migratoire, de la demoiselle qui devait aller à Marrakech, etc. etc. Bizarrement, ça coïncidait à quelques jours près avec la dernière grosse manifestation de Gilets jaunes à Bruxelles, voiture retournée, incendiée, etc. Moi, je vois quand même un sérieux parallèle entre la démission de Charles Michel à cette période-là avec le mouvement des Gilets jaunes. Et ça a été joué très finement, et je m'en étais déjà douté à l'époque, parce que quand je vois aujourd'hui la différence majeure que nous avons en Belgique dans notre mouvement des Gilets jaunes avec celui de France, c'est qu'on n'a pas de cible. On n'a plus de cible depuis ce jour-là, en fait. Beaucoup de Gilets jaunes belges sont rentrés à la maison en se disant « Je n'ai plus à scander dans les rues de Bruxelles Charles Michel, casse-toi ou démission, etc. » puisqu'il a démissionné. Là où en France, les Gilets jaunes français ont encore cette cible, ont encore ce bouc émissaire, ils peuvent encore sortir dans la rue en disant Macron démission, Castaner, je laisse deviner la suite. Et nous, en Belgique, beaucoup se sont dit bon, on n'a plus personne sur qui taper. Et donc, moi, je me pose sérieusement la question de savoir si Charles Michel n'a pas été intelligent en se disant je vais démissionner, je vais rester en affaires courantes, donc je pourrai encore faire ma petite popote. Mais pendant ce temps-là, le peuple, les citoyens, les Gilets jaunes n'auront plus personne sur qui taper. Je ne sais pas quelle est votre analyse, moi c'est la mienne. Moi j'aimerais bien poser une question, c'est une information que j'ai entendue, mais je n'ai pas trouvé de réponse malgré des recherches. Donc on parle de 50 suicides de police en France depuis le début de l'année, et il y a un syndicaliste policier qui s'appelle Alexandre Langlois qui a essayé de dénoncer en fait la manière dont est managée la police au sein de la police et tous les problèmes de corruption, etc. qui existent dans la police française, qui a été puni, qui est passé en conseil de discipline, et il a été démis de ses fonctions pendant 12 mois. Et dans une de ses interviews, il parlait aussi qu'il y a eu beaucoup de démissions dans la police. Et j'aimerais bien savoir si quelqu'un connaît les chiffres par rapport, voilà, il y a eu 50 suicides, et combien de policiers ont démissionné au sein de la police française. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir cette information? Regardez sur BFM. Oui, je vais revenir parce que ma question tout à l'heure était une vraie question sur l'origine sociale des travailleurs de la presse. Donc je pense que moi ce que j'ai appris avec le mouvement des Gilets jaunes, parce que j'ai appris beaucoup, c'est notamment à travers justement le regard des médias et des politiciens en France mais également en Belgique, c'est de voir à quel point, et à quel prix il y avait un mépris de classe, et que ce mépris de classe, tous les travailleurs en lutte l'ont connu, le connaissent et le connaîtront. Et donc, en ça, je pense qu'il y a vraiment une question de lutte de classe, et que donc le mouvement des Gilets jaunes a révélé ça. Et que c'est dommage qu'on n'ait pas encore réussi à lier la lutte des Gilets jaunes avec d'autres luttes. Il y a eu beaucoup de tentatives et heureusement beaucoup de rapprochements, mais pas encore assez, notamment avec les syndicats, que ce soit en France
et en Belgique. Donc j'ai dit c'est dommage, je ne suis pas mal placé pour juger, je dis juste que c'est dommage et qu'à mon avis on a tous intérêt à travailler cette convergence. Et sur la question du traitement des médias, donc je travaille dans l'audiovisuel et j'utilise le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde avec des jeunes ici en Belgique, ce qu'on appelle le secondaire, donc les lycéens. Et ce qui est dans ce documentaire, il y a des choses qui sont un peu dépassées, mais le fond du problème est toujours le même. C'est à quelle classe sociale appartiennent les médias, et donc de quel point de vue de classe on raconte un récit médiatique, que ce soit, et on parlait effectivement du mouvement des Gilets jaunes, mais c'est aussi vrai pour une grève dans une entreprise, où dès qu'on bloque l'entreprise, c'est la violence de ces sales ouvriers qui, une fois de plus, empêchent, etc. Si on occupe, ici, on a l'aéroport de Bierzet, on a même sorti une loi pour qu'on ne puisse plus occuper le rond-point qui conduit à l'aéroport. Donc, si ça, c'est pas aussi de la violence, voilà, pour le reste, sur les différences entre la presse, la police française, belge, je trouve que, honnêtement, vraiment, c'est du détail, que dans l'ensemble, c'est vraiment la même classe sociale qui agit. Et ça n'empêche pas que les travailleurs de la presse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce soient des pigistes qui sont maltraités, prolétarisés. Ça, c'est ok, mais il y a une question de classe sociale. Une petite note publicitaire en passant. Les Nouveaux Chiens de Garde que tu as cités, c'est un peu l'émanation du travail d'Acrimed. D'ailleurs, le réalisateur Yannick Ergoat a été président d'Acrimed il y a quelques années. Voilà, donc on peut le trouver à l'accueil, pour ceux que ça intéresse. Sinon, tu as tout à fait raison sur la question du mépris de classe, de la morgue qu'il peut y avoir de la part de pas mal de journalistes. Moi, je voudrais rappeler quand même que la plupart des gilets jaunes ne sont pas rentrés pour faire de la convergence, mais pour remplir le frigo. Nous avons vécu dans la région de Charleroi bon nombre de faillites, de grosses entreprises, etc. Et je me souviens que pour garder mon job, le délégué syndical m'a dit « ne fais pas trop de bruit ». Ne fais pas trop de bruit. Finalement, je me suis quand même retrouvé dehors, avec de très mauvaises conditions pour reprendre le chemin du travail. Pour avoir travaillé plusieurs années de nuit à une célèbre société américaine dont l'emballage est terrible. Je voudrais rappeler aussi que dans les termes de convergence, beaucoup de gens extérieurs au mouvement ont essayé par tous les moyens de nous amener dans leur combat de tranchée. Nous avons été invités plusieurs fois à rencontrer des délégués de différentes associations, syndicats, etc. Nous avons été parfois blessés de voir que les patrons de ces syndicats ont le même salaire que ceux qui nous foutent par terre et qui nous proposent 14 € bruts de l'heure pour travailler en venant en Touareg à la maison. Alors, il y a une réflexion qui est par rapport à notre groupe de travail, de mouvement des Gilets jaunes. On fait attention avec eux, parce que je pense que la base du syndicat est d'accord avec nous. C'est nous. Et si on est dans la rue, c'est à cause des syndicats, parce qu'ils font pas leur boulot. Et d'une certaine manière, les responsables, les dignitaires, entre guillemets, ceux qui sont au-dessus, ne font plus du tout leur boulot depuis très longtemps. Ils s'abaissent, ils lèchent, ils ne mordent plus. Ils s'apitoient sur leur sort. Ils se sont installés dans une médiocrité confortable. Il va falloir leur rappeler comment. Nous sommes dans la région de Charleroi. Nous n'avons jamais été invités par le syndicat et on parle bien de la première ville de Wallonie. Donc je crois qu'ils ont abandonné cette idée. Autre chose, on est là pour un mouvement social. C'est le logement, c'est les soins de santé, le fait qu'ils ont décidé que nos plus anciens devaient aller travailler jusqu'à 67 ans sans notre permission. Il y en a combien dans notre milieu, dans notre mouvement, qui sont atteints de maladies, qui ne savent pas se soigner correctement? Combien d'entre nous sont en train de souffrir? Combien d'entre nous ont déjà
une dette. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis à moins 17 € sur mon compte. On est le 13. Quelle chance, c'est un vendredi 13. On va le prendre comme ça. Nous, ici, je pense que dans les Gilets jaunes, c'est la pauvreté qui nous a amenés ici. Hein. C'est pas une histoire de convergence ni d'idéologie, c'est remplir le frigo, se chauffer, soigner ses parents, intervenir pour un cancer, voir des camarades qui ont vraiment du mal à vous regarder dans les yeux quand ils parlent parce qu'ils sont fatigués, ils sont angoissés et il n'y a pas de perspective d'avenir. Quand nous avons fait des recherches sur les SDF de Charleroi, il y en a 1 sur 6 qui a fait des études supérieures. Vous le savez, ça? Vous êtes en train de dire à nos gosses, ouais, fais des études, tu verras, tu ne seras pas un baraki, mon grand, tant que tu vas réussir. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a plein qui sont en train de faire le choix. Soit on se loge, soit on se met en bagnole. Et il y en a qui vivent dans leur voiture. Et c'est pas nouveau. La seule différence qui se passe maintenant, c'est que j'ai l'impression que mes enfants, même en leur payant des études supérieures, il peut leur arriver quelque chose. Il n'y a plus de sécurité. La seule croissance qu'on voit, c'est notre dette. Et on vote, on élit, excusez-moi, on élit des gens, on ne vote pas, on ne vote plus. On n'a plus aucun pouvoir. Nous sommes dépossédés de nos droits. Alors la convergence, je vais vous dire, j'en ai rien à faire. Je veux remplir le frigo, je veux me chauffer dignement. Je ne suis pas un jaloux, je n'ai pas envie de regarder les autres en disant toi tu as une piscine, toi tu as une chèque bagnole, etc. C'est mon choix de vie, je vais vivre simplement. Mais s'il vous plaît, quand vous rentrerez chez vous, rappelez-vous bien que ceux qui ont commencé à sortir dans la rue, c'est pas pour faire les malins, se prendre en selfie et faire le mariole. Hein. Il y a une nécessité. J'en ai besoin. Voilà. Pour demander justement par rapport à cette différence entre voter et élire, enfin peut-être à Emmanuel Bourbeau par rapport aux ateliers que vous menez, parce que c'est aussi, j'ai l'impression, une question qui s'adresse au futur. Comment faire à un moment donné pour mobiliser, peut-être avec des mécanismes légaux, peut-être avec une réappropriation des mécanismes électoraux ou de vote. Comment est-ce que vous envisagez effectivement la suite du mouvement sur peut-être ce versant-là? Je sais pas, on en a parlé en venant chez vous, là, du Hainaut à Liège, parce que les ateliers constitutionnels l'année dernière, on a travaillé sur le référendum, le mandat impératif. Je regarde qu'est-ce qu'on a fait encore. On a suivi parce que c'était le droit de manifester, parce que c'était au lendemain de manifestation. Là-dessus d'ailleurs, parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans ce genre d'assemblée, j'ai toujours j'ai l'impression d'incarner le pouvoir, les autorités, ça me fait tout drôle. Mais donc je précise de nouveau que je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence de la part des autorités belges et des autorités policières belges. Je dis que notamment en termes de violence physique, écoutez, simplement, la violence physique et l'utilisation des armes n'est pas la même, notamment parce que, ça Moustapha l'a dit, parce qu'il y a une prévention, enfin une violence préventive, radicale, en fait on ne laisse plus, et comme monsieur l'a dit aussi, on ne laisse plus en fait les citoyens manifester, tout de suite on les coffre. Ce qui est évidemment critiquable, je ne suis pas d'accord avec ça juridiquement, etc. Mais dans la violence physique et l'utilisation des armes, il me semble qu'il y a une différence entre les deux pays. Voilà, parce que sinon j'ai l'impression que je légitime, alors que je fais l'inverse et qu'on a notamment fait un atelier là-dessus et qu'on en fera encore. Et donc, une des idées qu'on a, mais on doit encore y réfléchir parce qu'on décide ensemble, c'est utiliser les mécanismes plus qui existent, en fait. Qui sont imparfaits, de nouveau, mais qui existent, comme la consultation populaire qui est prévenue qu'en région wallonne, mais il y a une possibilité à l'initiative citoyenne, et on se demande si de ce côté-là, on ne va pas essayer de se saisir d'instruments qui existent pour essayer de faire bouger les choses. Parce que, de nouveau, alors ça vraiment, c'est frappant, quoi. C'est comme si l'histoire repassait les plats. Je ne crois pas, il y en a peut-être parmi vous, il y en a qui pensent que l'histoire se répète toujours, je ne sais pas. Mais je constate que vraiment les combattants du suffrage universel, c'était la même chose, quoi. C'était les mêmes doléances. Et là-dessus,
Moi, je crois qu'il faut approfondir la démocratie, parvenir à au RIC, à se saisir des outils actuels. Et voilà. Et dans le genre parallèle, d'ailleurs, ça me frappe les discours sur la Commune de Paris qui ont été tenus en Belgique et sur le fait que sont les mêmes que sur les gilets jaunes en France quand il y a eu des dégâts aux monuments. C'est la même chose, donc les gilets jaunes français, parce que ça a beaucoup influencé la manière dont les médias belges vont parler des gilets jaunes français, c'était terrible, notamment avec une espèce de dramatisation des dégâts faits aux monuments historiques. Et bien ça, c'est la même chose, c'est dans les mêmes termes qu'en Belgique, on a criminalisé et délégitimé la Commune de Paris pour ce qu'elle avait fait aux monuments français. Ce qui me semble toujours incroyable. Vous voyez, comme si c'était important, c'était le plus grave, c'est pas ce que les gilets jaunes expriment, la détresse, la misère, non, c'est qu'on abîme les monuments. Ça me semble toujours incroyable. Voilà, c'est vous qui avez posé la question, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'on prend encore 2 questions? Oui, ok. Je voulais juste, 2 choses. La première qui me semble assez importante, parce que là on parle beaucoup de la relation des gilets jaunes avec les hautes sphères, avec les médias, avec la police, avec le gouvernement. Je trouve que c'est aussi bien de noter, en effet, l'expo en l'occurrence, comme tu disais, ne le montre pas du tout. Il y a un travail interne dans le phénomène gilet jaune qui est très intéressant. Par exemple, je trouve que c'est le phénomène le mouvement le plus efficace contre le racisme. Il y a énormément de gilets jaunes qui sont rentrés dans le mouvement avec un fond d'idée, ce que j'appelle du racisme TF1, qui ont peur quand ils voient des migrants, quand ils voient des visages colorés, c'est mon Dieu, dans leur quartier, et qui à travers les rencontres, les discussions qu'ils font le chemin et se rendent compte qu'en fait, ces gens-là, les migrants, etc., sont également en fait des victimes, sont encore plus des victimes, et que c'est les mêmes gens qui, eux, les exploitent, et qui exploitent en fait aussi ces gens-là dans leur propre pays. Et ce phénomène de gilet jaune, pour moi, fait un peu un travail d'éducation populaire qui a été tout à fait écrasé dans toutes les histoires des républiques. L'autre chose que je voulais signaler, plus par rapport aux réactions sur la démocratie, et j'ai entendu un universitaire assez intéressant qui étudie la démocratie, un Canadien, j'ai oublié son nom, je suis désolé, vous pourrez le retrouver sur Fingerview, qui dit, pour lui, en fait, il a toujours été très clair pour tous les créateurs, les grandes figures de la République et de la démocratie, comme Lincoln, ces gens-là, que jamais il est hors de question que le peuple ait le pouvoir. La seule idée de la Révolution française telle qu'elle a fini et des révolutions américaines, c'est de passer le pouvoir de la royauté des nobles à une oligarchie de riches. Jamais il a été autorisé à la population de prendre le pouvoir. Et c'est pas pour rien qu'on a en France, moi je suis français, un ministère de l'éducation des jeunes et des sports. C'est en fait le ministère de la jeunesse devait amener à l'éducation populaire, ça a tout de suite été écrasé. Il est hors de question pour ces gens-là que la population ait le droit de décider et d'ouvrir sa putain de gueule. Et ça fait des siècles que ça dure. En fait, moi je dirais à long terme qu'en fait ça date des Romains et que ça n'a jamais changé. Que jamais, en fait, on a eu des petits moments des 60, mais jamais on a eu de vrai pouvoir du peuple. Et j'ose espérer qu'on va réussir ce coup-ci parce que sinon on est juste un peu tous morts. Peut-être sommes-nous des pionniers alors en Belgique, parce que comme tu le disais, en 1919, cette question avait été abordée et elle avait été mise de côté justement pour des questions d'illettrisme. À l'époque, beaucoup de gens ne savaient ni lire ni écrire, et donc pour leur accès à l'information, ils ne pouvaient pas avoir un accès complet à l'information pour pouvoir s'informer et prendre des décisions. Donc on a dit, il faut donner ce pouvoir aux personnes qui sont les plus capables. Donc en 1830, pardon, merci de la rectification. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation, je pense, où la majorité d'entre nous sait lire, sait écrire, oui, hein, on est tout à fait d'accord. Et encore mieux même, on est tous capables de faire des choses magnifiques tous les jours dans nos boulots. On fait des choses hyper créatives, on crée des nouveautés, on crée des nouvelles technologies. La Belgique n'a pas à rougir de sa capacité à créer de choses magnifiques. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons et de nous dire vous n'êtes pas capable de diriger un pays. On sera nettement plus capable parce qu'on a plus de bon sens que les 8 connards qui sont enfermés dans leur blocos.
Et je reviens du coup sur la question du média. Effectivement, nous sommes suffisamment lettrés aujourd'hui que pour pouvoir prendre des décisions efficaces et de bon sens, mais pour ça, on a besoin de médias qui ne nous donnent pas spécialement une information juste, etc. Parce que je pense que là, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est plutôt sur la complétude, à mon sens, des informations. On nous cache beaucoup trop et on nous donne que ce qu'on veut bien nous donner, comme l'expliquait Louise il y a quelques minutes par rapport à l'article qui avait été fait dans le journal. Ça, c'est mon idée. Une avant-dernière question. Oui, bonsoir, Joseph. Je m'adresse à Lucas. Avez-vous invité la presse, enfin les médias? Et sinon, pourquoi? C'est une excellente question. Je pense que Anne-Françoise, qui est à côté de vous, pourra répondre mieux que moi. Oui, parce qu'en fait, ce sont les chirurgiens qui ont invité Lucas en même temps que l'ensemble du panel. On a eu l'impression, peut-être à tort, que les enjeux portés par le mouvement des Gilets jaunes demandaient à être mis en perspective à travers différents points de vue. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a invité Michel Ducrot de Acrimed, qui représente un observatoire des médias, plutôt que d'inviter un journaliste ou un média. Il reste à savoir quel média inviter. Je pense qu'à cette table, on aurait pu faire des ateliers où il aurait pu y avoir 5-6 ateliers différents sur différentes thématiques avec différents intervenants. Mais c'était vraiment très... On aurait pu inviter des politiques également à venir réagir. On aurait pu inviter peut-être des chefs d'entreprise aussi. On aurait pu inviter beaucoup de monde. C'est vrai qu'on a pris l'option d'inviter un panel de représentants des Gilets jaunes, même s'ils ont chacun été un peu réticents à prendre la parole au nom du mouvement, mais néanmoins. Et puis voilà, Anne-Emmanuelle Bourgault et puis Michel Ducrot. Si je peux rajouter un mot là-dessus, je pense que la question du débat contradictoire a ses limites. Je vais donner un exemple. Yannick Ergoat, le co-auteur des Nouveaux Chiens de Garde, avait été invité un soir chez Tadei, donc pour parler des Nouveaux Chiens de Garde. Et il a réussi à obtenir de parler tout seul en fin d'émission, sans la contradiction des invités habituels qui avaient Jacques Attali, etc. D'ailleurs, Jacques Attali fulminé, ouais, tu es un lâche, tu refuses le débat, etc. Ce à quoi Yannick Ergoat a répondu, mais tu tiens le crachoir à longueur d'année tout le temps, pourquoi ça serait pas moi tout seul une fois de temps en temps? Voilà. Lucas, est-ce que ça va si on prend la dernière question d'un jeune homme là qui est sans doute le plus jeune de la salle et que je trouve intéressant qu'il puisse... C'est une question assez simple en fait. Juste ça m'a marqué quand vous parliez du fait que vous ne pouvez pas vous réunir à 4 gilets jaunes ou que les manifestations à Bruxelles étaient immédiatement encerclées, guidées, bloquées. Parce que moi, j'ai pas du tout vécu ça dans les quelques manifestations que j'ai fait. En même temps, c'était des trucs pour le climat, on était des jeunes, c'était un peu la hype du moment, ça allait pas être traité de la même manière, j'imagine. Mais je veux savoir déjà si quelqu'un connaît la législation à propos de ça, parce que moi je la connais pas. Et savoir si elle est respectée et votre sentiment à ce propos. Merci. Moi, je veux bien dire juste un mot. Le climat, c'est un vrai sujet. D'abord, c'est un vrai sujet, c'est clair. Mais c'est un sujet de société. Et pendant qu'on parle du climat, on ne parle pas des luttes sociales. On n'a pas besoin de parler des entreprises qui ne payent pas l'impôt en Europe et compagnie. Donc en fait, c'est un sujet qui convient parfaitement à nos gouvernements. On parlait du climat, non mais sérieusement. Et en plus, les manifestations climatiques ne font pas peur. Les manifestations du climat sont pacifistes. Tous les mouvements écolos sont pacifistes, dans la désobéissance non violente et compagnie. Par contre, l'acte 45 à Paris, ça va péter. Et pour le coup, peut-être pas la convergence, mais l'idée c'est les Gilets jaunes en France appellent à manifester, et les différentes organisations écolos appellent à manifester ensemble, de lier donc, la question du climat avec la question de la justice sociale. Il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale et inversement. On travaille vraiment à aller en ce sens-là, en fait, que les plus gros pollueurs payent leurs impôts et arrêtent de saloper la planète, et que les salariés puissent être rémunérés correctement et vivre de leur travail. Voilà. Mais à Paris, une manifestation des jeunes du climat, et ils sont des milliers,
ils sont impressionnants, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas de flics. Il n'y a pas de flics. La police n'est pas là. Point. Pas là. Il n'y a pas de menace. Ça ne fait pas peur. Et on peut parler du climat quand on veut. Voilà. Et donc ça en Belgique, oui, et on en a parlé tout à l'heure, il y a un deux poids deux mesures incroyable entre les jeunes pour le climat. Moi, comme je suis prof, je vois en effet les jeunes à Mons le jeudi, en jour d'école, ils manifestent comme ils veulent, et puis vous venez aux ateliers constitutionnels 2 jours plus tard, et ils sont tous fait arrêter juste parce qu'ils avaient un gilet jaune. Donc il y a un deux poids deux mesures qui est évidemment inacceptable. Alors en termes juridiques, c'est intéressant parce que la constitution belge, et pour rejoindre ce que monsieur disait, de fait dans la création en Belgique ou les États bourgeois libéraux classiques ne cachaient pas qu'ils n'étaient pas des démocraties, ils réservaient le pouvoir aux possédants, aux propriétaires terriens, aux plus riches, ça, il n'y a pas d'ambiguïté aux origines. L'ambiguïté, elle apparaît avec le suffrage universel, parce que là, on se dit, bah, alors ça y est, on est dans la démocratie, alors que c'est plus compliqué que ça. Et donc, là, en Belgique, on a discuté du droit de s'assembler. Il y avait une disposition très généreuse sur le droit de s'assembler, et déjà, je l'ai dit aux Gilets jaunes du Hainaut, ils étaient, à mon avis, fiers. Déjà, un congressiste invoque le fait que, attention, si on permet aux gens de s'assembler librement et de manifester librement, il y a des ouvriers dans le Hainaut qui vont se coaliser et menacer dangereusement l'équilibre de l'État. Et du coup, dans la Constitution, il y a la possibilité de le soumettre à autorisation. Donc, c'est pas un droit qui est très, comment dire, très ouvert, très libéral. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que pour n'importe quelle raison, on peut empêcher comme ça les gens, et notamment, moi je suis consternée par le fait qu'on empêche les gilets jaunes d'afficher leurs gilets jaunes, qu'on leur confisque dans les ateliers constitutionnels. On a eu des témoignages invraisemblables de chantage en disant si vous ne donnez pas votre gilet jaune, on les arrête. Enfin écoutez, ça c'est absolument invraisemblable. Et par ailleurs, en plus, même si attendez, je te donne dans 2 secondes, enfin je ne donne pas, je redonne à monsieur, mais l'autre chose que je trouve absolument inacceptable, c'est qu'on est en train de criminaliser, je veux dire, même si on soumet dans la Constitution permet de soumettre le droit de s'assembler à autorisation, ça ne veut pas encore dire que quand on n'a pas l'autorisation, on peut faire l'objet de n'importe quel traitement, être arrêté comme ça, voire même, il n'y a pas encore de côté des Belges des amendes pour le fait de s'être rassemblé. En tout cas, dans nos ateliers, personne ne m'en a dit, rappelez-vous, parce que quand on avait l'avocat qui était venu, le magistrat qui était venu, ça tout le monde disait non quand même. Donc voilà, c'est pas un droit très très généreux, mais par ailleurs on observe une restriction en pratique inacceptable vis-à-vis des gilets jaunes, et peu à peu dans le temps, sauf cette espèce d'exception, tant mieux d'ailleurs, on va s'en réjouir, on va quand même pas le regretter, pour les jeunes sur le climat. Et la loi de la police, si je me permets, et la loi de la police dit que la police doit mettre tous les moyens nécessaires en œuvre pour permettre la manifestation. Donc ça ne veut pas dire lasser des militants. Elle doit mettre tous les moyens en œuvre pour permettre la manifestation déclarée ou pas. Je vous propose qu'on continue cette discussion à l'extérieur et au bar. Avant ça, j'aimerais, avant de laisser le mot de clôture à Mustapha, j'aimerais juste vous remercier dans le public d'être venu, remercier les chevaux d'avoir organisé cet événement très intéressant, et surtout remercier nos intervenants qu'on peut applaudir très fort parce que j'ai senti vraiment beaucoup de choses. J'aurais 2 petites choses à dire. La première, c'est que ce vêtement, pour moi, il n'est pas très important. Et au fur et à mesure des semaines, et les autres m'arrêteront si je dis des conneries, je me suis aperçu en fait que c'était plus un vêtement qui nous était destiné. Ça nous était destiné à ce que lorsque nous sortions dans la rue pour aller rejoindre nos camarades, en fait on puisse les reconnaître et qu'on puisse se retrouver. Les premiers jours, les premières semaines de manifestation, en tout cas en ce qui me concerne, j'arrivais sur le lieu, je regardais un petit peu les gens comme ça, et ils disaient « gilet jaune ?» Gilet jaune, ah lui porte un gilet, ah, non c'est un vélocycliste. Et donc pour moi c'était plus la possibilité de reconnaître mes camarades. Mais en soi, ceci n'est finalement qu'un symbole. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on a facilité le job des policiers, même du haut de leur hélicoptère. Ils pouvaient dire, ils sont là,
Hein, et c'est ce qu'on a observé le 14 juillet à Paris, où il n'y avait personne en gilet, et les flics couraient comme des poulets sans tête, sans vouloir faire de jeu de mots au début. Et donc, moi, en ce qui me concerne, je pense que le vêtement en soi ne m'est plus utile. J'ai dit il y a quelques semaines, je pense que désormais je vais m'en passer. Aujourd'hui, je voulais vous faire honneur. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est de faire une métaphore. En fait, je me suis aperçu tout au long de ma carrière, et j'ai été enseigné à ça, que parfois les métaphores avaient beaucoup plus d'impact pour pouvoir comprendre les choses. Donc il y a une métaphore que j'ai développée il y a quelques mois, qui permet de comprendre un petit peu qui on est, ce qu'on est et pourquoi on le fait en quelques mots. Je vais vous demander d'imaginer avec moi que nous sommes tous dans un avion. D'accord ? Et chaque personne dans cet avion représente une part de la société. Qui est aux commandes ? Aux commandes, il y a le monde politique. Et le monde des grandes entreprises, c'est le pilote, c'est le copilote. Le personnel de bord, les hôtesses et les stewards, en fait, c'est la police. Et malheureusement, cet avion, c'est l'avion de la démocratie, il est un petit peu en perte de vitesse. Et on sait tous que quand un avion perd trop de vitesse, ben, dans le langage de l'aéronautique, on dit qu'il décroche, qu'il finit par tomber comme une brique. Et bien on est typiquement là-dedans, la démocratie elle est un peu en perte de vitesse, et ça fait des mois, des années, voire même des décennies qu'on demande aux pilotes et aux copilotes de mettre les gaz, de faire avancer un petit peu plus la démocratie. Et assis dans l'avion, on a des gens qui regardent par le hublot, qui se disent tiens, on va pas assez vite, c'est bizarre, on va finir par se cracher, ça sent pas bon cette affaire-là. Et régulièrement ils interpellent. Dites, monsieur le pilote, là, vous voudriez pas un peu mettre le boost? Non, c'est bon, on gère, on discute, on négocie. C'est nous les élites, c'est nous qui avons fait des études pour faire ça. On sait ce qu'on fait, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis quand on se lève de temps en temps en disant non, mais il y a un souci, là, je vais aller voir le pilote, ben, il y a les stewards et les hôtesses qui vous empêchent de non, restez assis, monsieur, et vous inquiétez pas, tout se passe bien, les pilotes gèrent, ils savent ce qu'ils font, etc. Et ben, dans le fond de l'avion, il y a des gens peut-être un petit peu moins, je ne vais pas qualifier ça parce qu'il n'y a pas de moins malin dans les gilets jaunes, il y a que des gens magnifiques et humains qui se sont dit bon ben maintenant ça suffit les conneries. Si ce qui me sépare des gaz de l'avion c'est cette foutue porte blindée à la con, eh bien vous savez quoi, moi je vais me lever, je vais défoncer cette porte. C'est jamais que du bien matériel, on s'en fout, mais au moins on va sauver tout le monde dans cet avion. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est un peu comme ça qu'on le voit. Et donc, de temps en temps, ben, on se lève et on essaye d'avancer, de donner des coups dans la porte, et puis on nous retient, on nous empêche, on nous tient en garde à vue, on nous emmerde, etc. Mais je pense qu'on fait ça pour le bien de tout le monde. Ben, si tout le monde voulait bien se lever dans ce foutu avion, défoncer cette putain de porte, pousser le manche, et essayer de piloter, même si on n'est pas des experts, mais je suis sûr qu'on y arrivera, et ben, je pense qu'on irait beaucoup mieux. Salut, votre café? J'ai vu tes rites d'ailleurs. C'est besoin. Je crois que c'est les 3 premières minutes. Rien, personne. Parce que on l'avait activé avant. D'accord.
où elle va mieux. Merci en tout cas.